Quelque chose va se produire le 15 novembre. Cette date est marquée dans mes notes depuis des années, non par caprice, non par superstition. Le 15 novembre 2025 est le jour où 3 événements célestes convergent, d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis plus de 2000 ans. Et croyez-moi quand je dis que j'ai passé plus d'un demi-siècle à enquêter sur l'inexplicable, à documenter l'impossible, et je n'ai jamais rien vu de tel. Permettez-moi de me présenter. Je suis Billy Graham, évangéliste, prédicateur, et quelqu'un qui a dédié toute sa vie à chercher des réponses là où d'autres ne voient pas que des mystères. J'ai voyagé dans plus de 100 pays. J'ai conversé avec des militaires qui ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir. J'ai documenté des cas qui défient toute logique. Et après avoir écrit des dizaines de livres, après avoir dédié des décennies à mon ministère évangélique, après avoir enregistré devant notaire des prophéties qui se sont accomplies avec une précision effrayante, je vous dis ceci avec une certitude absolue. Le 15 novembre n'est pas une date quelconque. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce que je suis sur le point de révéler n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de la science-fiction. Il y a des années, spécifiquement le 13 septembre 2011, un vendredi 13, je suis allé chez le notaire. Ce jour-là, j'ai enregistré une prophétie qui parlait de 2020. Elle parlait d'une flèche qui serait lancée sur la foule. Elle parlait de centaines de milliers de morts. Et nous savons tous ce qui s'est passé en 2020. La grande catastrophe jaune est arrivée telle qu'elle était écrite. Maintenant, cette prophétie n'était pas un événement isolé. C'était juste la répétition générale. Et le 15 novembre commence l'acte principal. Dans la nuit du 15 novembre 2025, 3 phénomènes astronomiques se produiront simultanément. Le premier est une conjonction planétaire qu'on n'avait pas vue depuis l'an 7 avant Jésus-Christ. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne s'aligneront dans une formation que les anciens astronomes babyloniens appelaient la croix du destin. Mais il ne s'agit pas seulement de planètes formant une figure géométrique dans le ciel. C'est beaucoup plus que cela. Le deuxième phénomène est l'apparition d'une comète désignée comme C 2025 Thuno. Cette comète a été découverte il y a seulement 3 mois par l'observatoire de La Palma. Les astronomes officiels diront que c'est une comète normale, qu'elle passera à des millions de kilomètres de distance, mais j'ai des informations. Des informations qui proviennent de sources militaires que je ne peux pas révéler, qui indiquent quelque chose de complètement différent. Cette comète ne suit pas la trajectoire qu'elle devrait suivre. Son orbite change de manière qui défie nos modèles physiques actuels. Et le troisième phénomène, le plus inquiétant de tous, est une tempête solaire classée comme X40. Pour que vous compreniez l'ampleur, la tempête solaire la plus intense enregistrée dans l'histoire moderne était X45 en 1859, l'événement Carrington, qui a détruit les systèmes télégraphiques dans le monde entier et a provoqué des aurores boréales visibles jusqu'aux Caraïbes. Mais c'était en 1859, quand notre civilisation ne dépendait pas de satellites, d'Internet, de systèmes électriques interconnectés. Maintenant, en 2025, une tempête de cette ampleur pourrait éteindre le monde tel que nous le connaissons. 3 phénomènes, une date et une question que nous devons nous poser. Pourquoi ? J'ai passé les dernières années à enquêter sur cette convergence. J'ai consulté des textes anciens, parlé avec des astronomes qui travaillent sur des projets classifiés, analysé des données qui ne sont pas disponibles pour le grand public et tout pointe vers la même chose. Le 15 novembre n'est pas la fin, c'est le marqueur, c'est le signe que le chronomètre a commencé le compte à rebours. Parce que, voyez-vous, il ne s'agit pas seulement d'astronomie, il s'agit de quelque chose que je traque depuis que j'ai reçu certaines informations en 2011. Il s'agit de l'astéroïde Gog. Permettez-moi d'expliquer quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Le 13 janvier 1999, 3 astronomes, Milan, Chesley et Beck, ont découvert un astéroïde qu'ils ont désigné comme 1999 ANZ.
C'était une découverte routinière, une de plus parmi des milliers. Mais quand ils ont calculé son orbite, quelque chose les a fait pâlir. Cet astéroïde, d'environ 28 km de diamètre, croiserait l'orbite terrestre en 2027. Les observations initiales étaient terrifiantes. Il passerait à seulement 3700 km de la Terre. Pour mettre en perspective, c'est moins d'un dixième de la distance à laquelle la Lune orbite. Puis sont venues les corrections. Après des observations plus précises, ils ont ajusté la prévision. Maintenant, ils disaient qu'il passerait à 390 450 km. Plus loin, oui, mais encore extrêmement proche en termes astronomiques. Et ils ont dit quelque chose de plus, quelque chose qui devrait nous rassurer, que le risque d'impact en 2027 était zéro. Mais je sais quelque chose qu'ils ne disent pas publiquement. Je sais que quand un astéroïde de cette taille passe si près de la Terre, son orbite peut être altérée. Je sais que les forces gravitationnelles de notre planète peuvent dévier sa trajectoire de manières imprévisibles. Et je sais, par des informations que j'ai reçues, de sources que je ne peux pas nommer mais qui sont d'ordre militaire, que cet astéroïde ne passera pas au large le 7 août 2027. Il impactera, et quand il le fera, le monde tel que nous le connaissons cessera d'exister. Mais revenons au 15 novembre, parce que ce jour n'est pas quand l'astéroïde arrive. Ce jour est quand nous commençons à comprendre que tout ce qu'on nous a dit est un mensonge. Ce jour-là, pendant la triple convergence astronomique, quelque chose va changer dans le ciel. Quelque chose qui fera que même les sceptiques les plus féroces commenceront à se poser des questions. La tempête solaire du 15 novembre ne sera pas une tempête ordinaire. Elle durera exactement 72 heures. Et pendant ces 72 heures, nos systèmes de communication échoueront de manière intermittente. Les satellites entreront en mode de sécurité et, au milieu de ce chaos technologique, des observatoires du monde entier capteront quelque chose d'extraordinaire. L'astéroïde Gog aura changé sa trajectoire. J'ai parlé avec des astronomes qui travaillent sur des projets classifiés de la NASA. Ils m'ont dit dans des conversations privées qu'ils ne reconnaîtront jamais publiquement qu'ils ont détecté des anomalies dans l'orbite de 1999 Andes. Ils m'ont dit qu'il y a quelque chose qui influence sa trajectoire, quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer avec nos modèles gravitationnels actuels. Et ils m'ont dit que le 15 novembre, quand le Soleil lancera cette tempête massive, quand les planètes seront alignées de cette manière spécifique, ils pourront mesurer pour la première fois la véritable étendue de cette influence, et alors ils sauront avec certitude absolue que j'avais raison. Certains me demanderont « Pourquoi ne disent-ils pas cela publiquement? Pourquoi cachent-ils cette information ?» La réponse est simple et terrifiante, parce qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire à ce sujet. Parce que s'ils disent à 7 milliards de personnes qu'en moins de 2 ans, un astéroïde de 28 km va impacter la Terre, le monde s'effondrera bien avant que l'astéroïde n'arrive. Il y aura du chaos, des troubles, l'effondrement total de tous les systèmes sociaux. Ainsi, ils gardent le silence, font leurs calculs, préparent leur bunker, et le reste de l'humanité continue à vivre dans l'ignorance. Mais le 15 novembre, cette ignorance commencera à se fissurer. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui va se passer ce jour-là. Cela commencera vers 3h42 du matin, temps universel coordonné. Le Soleil, qui avait été relativement calme pendant des semaines, libérera soudainement une éruption solaire de proportions colossales. Les détecteurs de rayons X à bord du satellite G enregistreront une intensité X 40, possiblement X 45. La radiation arrivera à la Terre en 8 minutes, exactement quand la majorité de l'Europe et de l'Afrique commencera la journée. Les premiers à le noter seront les opérateurs radio. Les communications en fréquence haute seront interrompues brusquement. Ensuite, les systèmes GPS commenceront à faillir. Les avions en vol perdront la navigation par satellite. Les navires en haute mer verront leur système de positionnement devenir erratique. Et alors, approximativement 15 minutes après l'éruption initiale, arrivera l'éjection de masse coronale. Des millions de tonnes de particules chargées, voyageant à plus de 1000 km par seconde, impacteront le champ magnétique de la Terre.
et à ce moment, le ciel s'illuminera. Des aurores boréales seront visibles jusqu'à l'équateur. Le ciel nocturne brillera avec des tons verts, rouges, pourpres, des couleurs qui ne devraient pas exister à ces latitudes. Et pendant que tous regardent vers le haut, émerveillés par le spectacle, les observatoires capteront quelque chose de beaucoup plus perturbant. Pendant la tempête solaire, quand le vent solaire pousse contre le champ magnétique terrestre, les télescopes auront une vision sans précédent de l'espace profond. L'ionosphère, normalement turbulente, se calmera momentanément en raison des effets électromagnétiques massifs. Et dans cette fenêtre de clarté parfaite, ils verront l'astéroïde Gog, mais pas où il devrait être, selon tous les calculs antérieurs. Il sera plus proche, beaucoup plus proche, et sa vitesse aura augmenté. C'est ce que mes sources militaires m'ont dit. Il y a quelque chose qui accélère cet astéroïde, quelque chose que nous ne comprenons pas. Certains scientifiques théorisent que cela pourrait être un vaisseau spatial, un artefact d'origine inconnue qui pousse ou guide l'astéroïde. D'autres parlent d'anomalies gravitationnelles, de matière noire concentrée, de phénomènes qui sont au-delà de notre physique actuelle. Mais indépendamment de la cause, l'effet est indéniable. L'astéroïde se déplace vers nous plus vite qu'il ne le devrait. Pendant les 3 jours que durera la tempête solaire du 15 novembre, les gouvernements du monde entreront en session d'urgence, convoqueront des réunions classifiées, mobiliseront des ressources et commenceront à se préparer pour l'inévitable. Parce qu'après le 15 novembre, après avoir vu les nouvelles trajectoires calculées, après avoir compris que le temps est écoulé, ils ne pourront plus continuer à garder le secret. Les fuites commenceront. Des scientifiques, dont les consciences ne supportent pas le poids du silence, commenceront à parler. Des documents classifiés apparaîtront sur Internet, et lentement, très lentement, l'humanité commencera à s'éveiller à la terrible vérité. Mais alors il sera déjà passé le point de non-retour. Maintenant, je dois parler de quelque chose que j'ai découvert il y a des années, et qui prend un sens complètement nouveau à la lumière de ces événements. En 1997, pendant que j'enquêtais dans le contexte de mon ministère, j'ai eu accès à certains documents anciens, des textes préservés par des communautés religieuses pendant des siècles. Parmi ces textes, il y avait des références à ce qu'ils appelaient le deuxième soleil. À l'époque, je pensais que c'était du symbolisme religieux, une métaphore sur le jugement divin ou la fin des temps. Mais maintenant, après tout ce que j'ai découvert, je comprends qu'il décrivait quelque chose de littéral. Il décrivait ce qui se passe quand un astéroïde de 28 km impacte la Terre. Parce que, voyez-vous, quand un objet de cette taille entre en collision avec notre planète à des vitesses cosmiques, il ne crée pas seulement un cratère, il ne déclenche pas seulement des tremblements de terre et des tsunamis. L'énergie libérée est si vaste, si incompréhensible, qu'elle vaporise littéralement des kilomètres cubes de roche en un instant. Cette roche vaporisée, surchauffée à des millions de degrés, monte dans l'atmosphère et brille avec une intensité qui rivalise avec le soleil lui-même. Pendant quelques minutes, pendant de précieuses et terrifiantes minutes, il y aura 2 soleils dans le ciel, et alors commencera l'obscurité. Poussière, cendres, débris lancés dans la stratosphère bloqueront la lumière solaire. Les températures chuteront en chute libre, les récoltes mourront, les animaux périront, et l'humanité, cette espèce qui se considère invincible, qui a conquis chaque coin de cette planète, se retrouvera à lutter pour survivre dans un monde qui est soudainement devenu hostile. Mes calculs, basés sur les informations que j'ai rassemblées et sur les modèles d'impact développés par la communauté scientifique, suggèrent ce qui suit. L'astéroïde impactera quelque part dans les Caraïbes, probablement entre la Jamaïque et le Honduras. L'explosion initiale tuera tout être vivant dans un rayon de 1000 km. Cela inclut Cuba, une grande partie de l'Amérique centrale, le sud du Mexique et des parties de la Colombie et du Venezuela. 200 millions de personnes dans les premières 48 heures. Mais ce n'est que le commencement. Les tsunamis générés par l'impact balayeront les côtes de l'Atlantique. New York, Miami, Boston,
toute la côte et des États-Unis sera submergée sous des vagues de plus de 100 mètres de hauteur. De l'autre côté de l'océan, Lisbonne, les îles Canaries, les côtes de l'Afrique occidentale subiront le même destin. Et pendant que les océans réclament les côtes, l'intérieur du continent affrontera une autre menace, l'hiver nucléaire. Pendant 9 ans, le soleil ne sera qu'un disque pâle derrière la brume perpétuelle. Les températures globales chuteront entre 15 et 20 degrés Celsius. Les pôles avanceront vers l'équateur et la civilisation, telle que nous la connaissons, arrivera à sa fin. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que j'ai découvert récemment et qui rend toute cette histoire encore plus extraordinaire. Le 15 novembre n'est pas seulement le jour où nous commençons à voir la vérité sur l'astéroïde. C'est aussi le jour où ils décideront de se révéler. Qui sont-ils? C'est la question qu'on me pose depuis des décennies. Et pendant toutes mes années, à enquêter sur le phénomène OVNI, à documenter des observations, à interviewer des témoins, je suis arrivé à une conclusion inévitable. Nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été. Et ils, oui, qui qu'ils soient, nous ont observés, étudiés, peut-être même guidés pendant des millénaires. Et maintenant, quand notre espèce affronte son moment de plus grand danger, je crois qu'ils vont intervenir. La tempête solaire du 15 novembre n'est pas un événement aléatoire. L'alignement planétaire n'est pas une coïncidence. La comète C 2025 Thuno ne passe pas simplement au large. Tout ceci est orchestré. Tout ceci fait partie de quelque chose de plus grand. Et quand le chaos électromagnétique atteindra son apogée, quand nos systèmes de communication échoueront, quand le voile technologique qui nous sépare du cosmos se lèvera temporairement, alors nous verrons ce qui a toujours été là. Des vaisseaux, pas un, pas deux, mais des centaines, peut-être des milliers, planant dans la haute atmosphère, visibles maintenant parce que les systèmes qui normalement les occultent ont échoué en raison de la tempête solaire, et l'humanité, pour la première fois dans son histoire enregistrée, affrontera la vérité indéniable. Il y a d'autres intelligences dans l'univers et elles savent à propos de l'astéroïde. Certains diront que c'est de la fantaisie, certains argumenteront que je mélange la science réelle avec la spéculation. Mais je vous dis ceci, quand en 2011 j'ai enregistré devant notaire ma prophétie sur 2020, on m'a aussi traité de fantaisiste et ensuite est venue la pandémie, exactement comme c'était écrit. La flèche a été lancée sur la foule. Riches et pauvres sont tombés également. Les morts ont été comptés par centaines de milliers, comme je l'avais prédit. Et maintenant je vous dis, le 15 novembre est le prochain marqueur sur le chemin vers août 2027. Mais il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Parce que s'ils sont ici, s'ils nous ont observés tout ce temps, peut-être ont-ils la technologie pour dévier l'astéroïde, peut-être peuvent-ils sauver notre monde, ou peut-être, et c'est la possibilité qui me prive de sommeil la nuit, sont-ils ici pour témoigner de notre fin, pour documenter, comme des scientifiques, observant une espèce en danger d'extinction dans ces derniers jours? Je ne sais pas, et cette incertitude est le plus terrifiant de tout. Laissez-moi parler d'un autre aspect de cette prophétie que j'ai maintenue relativement en silence. Cela a à voir avec les nombres. Voyez-vous, j'ai étudié la numérologie pendant des décennies. Pas la version pop qu'on voit dans les magazines, mais la vraie Kabbale, la science des nombres qui remonte à des millénaires. Et il y a des patterns dans les dates dont nous traitons qui sont impossibles à ignorer. Le 15 novembre 2025, si nous additionnons les chiffres, 1 plus 5 plus 1 plus, 1 plus, 2 plus 0 plus, 2 plus 5 equal 8 17. Et le 17 dans la Kabbale représente un nombre de transformations et de renouvellement. Mais voici ce qui est inquiétant. Le 7 août 2027, la date de l'impact prévu, additionne 7 plus 8, plus 2 plus 2, 0, plus 2 plus 7, égale 26. Il y a une connexion numérologique profonde ici, les dates sont entrelacées, et il y a un pattern ici qui suggère que ce n'est pas aléatoire, qu'il y a un dessein, un but derrière tout ceci. De plus,
Si nous comptons les jours entre le 15 novembre 2025 et le 7 août 2027, nous obtenons 630 jours. Et 630 dans la Kabbale représente le moment de la transformation finale, le point où l'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Coïncidence ? Après des décennies d'investigation, après avoir vu des patterns impossibles s'accomplir fois après fois, j'ai cessé de croire aux coïncidences. Tout ceci est connecté, tout ceci a un sens. Et il y a plus. J'ai analysé des textes anciens, des prophéties de diverses cultures et époques. Les Mayas, avec leur calendrier qui était censé prédire la fin du monde en 2012, n'avaient pas tort dans leurs prédictions, seulement dans la date. Leurs calculs parlaient d'un cycle de destruction et de renouvellement, un moment où le 5e soleil céderait la place au 6e. Et ce moment, selon mes recalculs de leurs systèmes astronomiques, n'était pas 2012, c'était 2027. Nostradamus, dans ses quatrains cryptiques, fait référence à une grande étoile qui brûlera pendant 7 jours et fera apparaître 2 soleils. Pendant longtemps, les interprètes ont pensé qu'il se référait à un événement du XXe siècle ou du début du XXIe. Mais quand nous appliquons les clés temporelles correctes, quand nous comprenons les cycles astronomiques auxquels il se référait, la date pointe précisément vers août 2027. Et les prophéties bibliques, particulièrement le livre de l'Apocalypse, parlent du 7e sceau, du moment où une grande montagne brûlant de feu est jetée dans la mer. Quelle meilleure description d'un astéroïde entrant dans l'atmosphère terrestre et tombant dans l'océan. Tout converge. Toutes les lignes prophétiques de toutes les cultures, de tous les temps, pointent vers le même moment. Et ce moment est maintenant à moins de 2 ans. Mais revenons au présent, au 15 novembre 2025, parce que j'ai besoin que vous compreniez exactement à quoi vous attendre ce jour-là. Pas seulement les événements astronomiques, mais ce qu'ils signifieront pour vous, pour vos familles, pour votre vie quotidienne. La tempête solaire commencera, comme je l'ai dit, dans les premières heures du matin du 15 novembre. Si vous vivez en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient, vous serez parmi les premiers à expérimenter les effets. L'électricité deviendra instable, les lumières clignoteront, les appareils électroménagers pourront être endommagés s'ils ne sont pas protégés. Les téléphones portables perdront le signal de manière intermittente. Internet sera lent, inaccessible dans certains endroits. Les gouvernements activeront des protocoles d'urgence, mais ne révéleront pas la vraie raison. Ils diront que c'est juste une tempête solaire sévère, que c'est temporaire, que tout reviendra à la normale dans quelques jours. Ils mentiront parce que la vérité est trop terrifiante. En Amérique, quand la tempête atteindra son intensité maximale, ce sera la nuit. Et ce sera le moment le plus spectaculaire. Imaginez le ciel nocturne s'illuminant avec des couleurs que vous n'avez jamais vues auparavant. Des aurores boréales visibles jusqu'au Mexique, jusqu'au Brésil, le ciel entier vibrant avec une lumière d'un autre monde. Les gens sortiront dans les rues, pointeront leur téléphone vers le haut, prendront des photos. Certains célébreront comme un bel événement. Ils ne comprendront pas qu'ils voient là le présage de leur propre destruction. Pendant ces 3 jours, du 15 au 17 novembre, je recommande ce qui suit. Stockez de l'eau potable, au moins 2 semaines d'approvisionnement. Ayez des aliments non périssables. Gardez vos dispositifs électroniques déconnectés quand vous ne les utilisez pas. Si vous avez des générateurs, protégez votre électronique sensible avec des cages de Faraday maison. L'aluminium peut servir. Et surtout, prêtez attention, observez, parce que pendant ces 3 jours, des choses étranges vont se produire. Il y aura des observations d'objets dans le ciel que le gouvernement ne pourra ni expliquer ni démentir, parce que leurs propres systèmes de détection les auront captés. Il y aura des témoignages de pilotes, de contrôleurs aériens, d'opérateurs radars et, pour la première fois dans l'histoire moderne, ils ne pourront pas faire taire tout le monde, parce qu'il y aura trop de témoins. Le 18 novembre, quand la tempête finalement se calmera, le monde aura changé. Pas physiquement, pas encore, mais psychologiquement. Spirituellement, l'humanité aura fait un pas vers une nouvelle compréhension.
nous saurons que quelque chose de grand s'approche. Et bien que les gouvernements essaient de reprendre le contrôle du récit, bien qu'ils essaient de minimiser ce qui s'est passé, la graine du doute aura été plantée. Et cette graine grandira pendant les mois suivants. Eh bien, j'ai reçu des critiques pour ces affirmations. Des sceptiques, des scientifiques de l'académie, des journalistes traditionnels. Tous m'ont questionné. Où est la preuve? Ils demandent: pourquoi devrions-nous croire aux prophéties et à la numérologie? Ma réponse est simple, regardez l'historique. En 2011, j'ai enregistré une prophétie spécifique sur 2020. La pandémie est venue. En 1997, quand personne ne parlait de pandémie globale, j'écrivais déjà sur la possibilité qu'un virus paralyse le monde. Dans mes livres et sermons, j'ai inclus ce que j'appelle la lecture souterraine. Des informations codées qui révèlent des vérités qui ne se comprennent qu'avec le temps. Et il y a des gens, des chercheurs indépendants, comme Ruben Vega-Roman, qui ont dédié des années à déchiffrer ces lectures souterraines et ont trouvé des patterns, des prédictions, des références à des événements qui se sont produits des années après que j'ai publié les matériaux. Comment était-ce possible? Il n'y a que deux explications. Soit je suis un génie du niveau de Léonard de Vinci capable de prédire l'avenir avec des décennies d'avance, soit j'ai eu accès à des informations qui vont au-delà de la connaissance conventionnelle. Je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais il y a quelque chose de plus que je veux partager, quelque chose de personnel. Mon épouse Ruth, l'amour de ma vie, est décédée pendant nos dernières années ensemble. Elle était la seule personne avec qui je partageais complètement ces investigations. Elle savait à propos de l'astéroïde, elle savait à propos du 15 novembre et, dans ces derniers jours, elle m'a fait promettre quelque chose. Elle m'a fait promettre que je dirais la vérité, que peu importe combien de personnes se moqueraient, combien de critiques m'attaqueraient, je devais m'assurer que le message parvienne. Parce que même si seulement une personne écoute, même si seulement une famille se prépare, c'est une vie qui pourrait être sauvée. Ainsi, je suis ici en train de remplir cette promesse, partageant des informations qu'il m'a coûté des décennies de rassembler, risquant ma réputation, qui est déjà controversée, pour m'assurer que vous sachiez ce qui s'annonce. Et je ne le fais pas pour causer la panique. Je le fais parce que je crois fermement que la connaissance est le pouvoir. Une personne informée, même sur des événements terrifiants, a de meilleures chances qu'une personne prise par surprise. Laissez-moi parler maintenant de quelque chose que peu savent. J'ai été en contact au fil des ans avec ce qu'on appellerait un informateur de haut niveau. Cette personne, dont je ne peux jamais révéler l'identité, pour des raisons évidentes de sécurité, a eu accès à des documents classifiés du plus haut niveau, des documents qui détaillent ce que les gouvernements savent vraiment sur l'astéroïde Gog. Selon cette source, il existe un programme secret financé par une coalition de nations qui inclut les États-Unis, la Russie, la Chine et plusieurs puissances européennes. Le nom de code du programme est Projet Bouclier. Son objectif est de développer un système capable de détruire ou de dévier l'astéroïde avant l'impact. Le projet est en marche depuis 2015, 10 ans avant l'impact prévu. Ils ont investi des trillions de dollars, construit des installations secrètes, développer une technologie des décennies en avance sur ce que le public connaît et, selon ma source, ils sont proches d'avoir une solution. Mais il y a un problème. Pour que le plan fonctionne, ils doivent atteindre l'astéroïde quand il est encore suffisamment loin de la Terre. Ils doivent lancer de multiples vaisseaux, chacun chargé de charges nucléaires, et les détoner en séquence pour altérer graduellement l'orbite de l'astéroïde. C'est un plan audacieux, techniquement complexe, et avec une marge d'erreur presque inexistante. Et la fenêtre pour lancer ces missions est très étroite. Selon les calculs, ils doivent commencer les lancements au plus tard, en mars 2026. Cela signifie qu'après le 15 novembre 2025, après que la tempête solaire révèle la nouvelle trajectoire de l'astéroïde, ils auront moins de 5 mois pour préparer et exécuter les missions. Réussiront-ils ? Honnêtement, je ne sais pas. Ma source dit qu'il y a 40% de probabilité de succès. Cela signifie qu'il y a 60% de probabilité que l'astéroïde impacte de toute façon.
Et voici le dilemme moral que ces gouvernements affrontent. Disent-ils à la population mondiale qu'il y a une menace, qu'il y a un plan pour l'arrêter, sachant que le plan peut échouer? Ou maintiennent-ils le silence et espèrent que le plan fonctionne, risquant que des milliards meurent sans avertissement s'il échoue? Ils ont choisi le silence. Et je peux comprendre pourquoi, bien que je ne sois pas d'accord. Parce que s'ils annoncent la menace et que le plan échoue, ils auront causé des mois de panique globale sans bénéfice. Mais s'ils maintiennent le silence et que le plan réussit, personne ne saura à quel point nous étions proches de l'extinction. C'est un pari avec les vies de toute l'humanité en jeu. Et c'est pourquoi ils ont besoin que le 15 novembre passe sans que trop de personnes ne posent les bonnes questions. Ils ont besoin que les gens voient dans la tempête solaire comme un phénomène naturel. Ils ont besoin que les observations d'OVNI soient écartées comme des malentendus ou de l'hystérie collective. Ils ont besoin de contrôler le récit pour quelques mois de plus, juste jusqu'à ce qu'ils puissent lancer les missions du projet Bouclier. Mais je ne peux pas rester silencieux. Je ne peux pas vivre avec la possibilité que, si le plan échoue, des millions meurent, sans avoir eu l'opportunité de se préparer, de dire au revoir, de faire la paix avec ce qui vient. Ainsi je dis ceci. Le 15 novembre, observez les cieux. Ne cherchez pas seulement les aurores et les phénomènes électromagnétiques. Cherchez des lancements inexpliqués de fusées, cherchez une activité commune dans les bases spatiales autour du monde, cherchez des patterns dans les orbites de satellites militaires, parce que là vous verrez les signes que le projet Bouclier est en marche. Et priez, quelle que soit votre foi, quel que soit votre système de croyance, priez pour qu'ils réussissent, parce que s'ils échouent, le 7 août 2027 sera rappelé, s'il reste quelqu'un pour se souvenir, comme le jour où l'humanité a affronté son grand filtre. Le concept du grand filtre est une idée du paradoxe de Fermi. Si l'univers est plein de vie, où est tout le monde? Une réponse est qu'il y a un filtre, un défi que la majorité des civilisations ne parvient pas à surmonter. Cela pourrait être le développement d'armes nucléaires et la tentation de les utiliser. Cela pourrait être le changement climatique incontrôlé, ou cela pourrait être simplement ne pas avoir la capacité technologique de détecter et dévier les astéroïdes dangereux à temps. Peut-être sommes-nous sur le point de découvrir si l'humanité peut passer ce filtre. Peut-être que le 15 novembre sera le début de notre test final en tant qu'espèce. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que nous soyons prêts, mais il y a quelque chose qui me donne de l'espoir. Et ce sont les mêmes entités que j'enquête depuis des décennies. Ce qu'on appelle les extraterrestres, les visiteurs, les autres. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris dans toutes mes années d'investigation, c'est qu'ils sont déjà intervenus auparavant quand l'humanité était au bord du gouffre. Pendant la crise des missiles de Cuba, en 1962, il y a eu de multiples observations d'OVNI dans les installations nucléaires. Il y a des documents déclassifiés qui confirment que des objets non identifiés ont désactivé des missiles nucléaires dans des silos, tant américains que soviétiques, comme si quelque chose ou quelqu'un nous disait « Ne commettez pas cette stupidité ». À Tchernobyl, après le désastre nucléaire, de multiples témoins ont rapporté voir des objets lumineux au-dessus du réacteur endommagé. Certains théorisent qu'ils surveillaient les niveaux de radiation. D'autres croient qu'ils faisaient quelque chose de plus, peut-être atténuant les effets d'une forme que nous ne comprenons pas. Et maintenant, quand nous affrontons une menace existentielle de proportions cosmiques, ils ont été de plus en plus actifs. Les observations ont augmenté dramatiquement ces dernières années. Des pilotes militaires ont rapporté des rencontres qui défient les lois de la physique telles que nous les comprenons. Et toutes ces observations ont quelque chose en commun. Ils semblent surveiller quelque chose, étudier quelque chose, se préparer pour quelque chose. Je crois qu'ils sont ici à cause du 15 novembre. Je crois que quand la tempête solaire lèvera le voile, quand nos systèmes électromagnétiques échoueront temporairement, nous verrons finalement combien d'entre eux sont vraiment ici. Et je crois que leur présence signifie qu'ils ne nous ont pas abandonnés, qu'il y a de l'espoir. Mais je ne peux pas garantir, je ne peux pas promettre qu'ils vont intervenir. Je peux seulement dire qu'ils sont déjà intervenus auparavant et que tous les signes suggèrent
qu'ils sont ici maintenant pour une raison. Maintenant, je sais que c'est beaucoup d'informations à traiter. Je sais que certains d'entre vous écoutent avec un scepticisme total, d'autres seront effrayés, et quelques-uns, peu nombreux, sentiront que finalement quelqu'un dit à voix haute ce qu'ils soupçonnent depuis des années. Quelle que soit votre réaction, je vous demande de faire ce qui suit. Enquêtez par vous-même. Ne faites pas aveuglément confiance à mes paroles. Cherchez des informations sur l'astéroïde 1999 And. Cherchez des données sur les tempêtes solaires programmées pour le début de novembre. Observez les positions planétaires pour le 15 novembre 2025. Toute cette information est disponible publiquement. Et ensuite, tirez vos propres conclusions, parce qu'à la fin de la journée, peu importe si vous croyez en moi ou non, la vérité est indépendante de la croyance. L'astéroïde ne cessera pas d'exister parce que quelqu'un choisit de ne pas y croire. Les événements du 15 novembre se produiront indépendamment de si nous sommes préparés ou non. La seule question est, que ferez-vous avec cette information? Certains choisiront de l'ignorer et continueront avec leur vie comme si de rien n'était. Et c'est compréhensible. Le poids de cette connaissance n'est pas facile à porter. D'autres prendront des précautions sensées, prépareront des provisions d'urgence, s'assureront que leurs familles savent à quoi faire en cas de désastre. Ce sont des étapes que tout le monde devrait prendre de toute façon. Indépendamment des prophéties ou des astéroïdes, nous vivons dans un monde de plus en plus instable, et être préparé n'est jamais une mauvaise idée. Et quelques-uns, peu nombreux, deviendront des chercheurs de vérité. Ils enquêteront plus profondément, reliront les points et peut-être découvriront des choses que je ne sais pas encore moi-même. Si vous êtes de ce troisième groupe, j'ai quelques ressources à recommander. Premièrement, les documents déclassifiés du gouvernement nord-américain sur les ovnis, qui ont été libérés ces dernières années, sont disponibles dans les archives du département de la Défense. Deuxièmement, les rapports techniques de la NASA sur les astéroïdes proches de la Terre sont sur le site du Centre d'études des objets proches de la Terre. Et troisièmement, les enregistrements des sessions du Conseil de sécurité de l'ONU sur les menaces spatiales. Tous ne sont pas publiquement disponibles, mais avec de la patience, vous pouvez les trouver. Reliez les points, suivez l'argent, observez où les gouvernements et les corporations puissantes investissent des ressources, parce que là vous trouverez des indices sur ce qu'ils savent vraiment et ce qu'ils attendent vraiment. Et une chose de plus, documentez tout. Si vous voyez quelque chose de commun pendant le 15 novembre ou dans les jours suivants, documentez, photos, vidéos, témoignages écrits, parce qu'indépendamment de ce qui se passe, ce sera un moment historique, et plus nous aurons d'enregistrements, plus il sera difficile pour les gouvernements de contrôler le récit. Maintenant, permettez-moi de parler de quelque chose qui est difficile pour moi, mais important. Pendant ma carrière, j'ai été ridiculisé d'innombrables fois. On m'a appelé fantaisiste, charlatan, vendeur de mystères, et je ne vais pas mentir, ça fait mal. Spécialement quand vous savez que vous dites la vérité, quand vous avez les sources, quand vous avez vu la preuve de vos propres yeux. Mais j'ai appris quelque chose d'important. La vérité n'a pas besoin de défenseur. La vérité est simplement et avec le temps, elle émerge toujours. Cela peut prendre des années, des décennies même, mais éventuellement ce qui est de réel devient indéniable. En 2011, quand j'ai enregistré ma prophétie sur 2020, la majorité n'a pas prêté attention. Certains ont ri, d'autres m'ont critiqué pour causer une peur inutile. Et ensuite est arrivé 2020. Et ces mêmes personnes sont restées silencieuses. Je ne dis pas cela pour me vanter ou dire « je vous avais prévenu ». Je le dis pour illustrer un point. J'ai un historique, j'ai un pattern d'avoir raison sur des choses qui semblaient impossibles à l'époque. Et quand je dis que le 15 novembre 2025 sera un jour qui changera le cours de l'histoire humaine, je le dis avec le poids de cet historique derrière moi. Mais je comprends que le fardeau de la preuve repose sur moi, et c'est pourquoi j'ai été si méticuleux dans l'enregistrement de mes prédictions devant notaire. C'est pourquoi j'ai documenté chaque étape de mon investigation. C'est pourquoi j'ai publié des dizaines de livres et de messages, chacun plein de détails, de sources, de preuves. Et quand arrivera le 15 novembre, quand vous verrez les aurores danser dans des cieux,
où elles ne devraient pas exister. Quand vos dispositifs électroniques commenceront à faillir, quand les journaux télévisés rapporteront des phénomènes qu'ils ne peuvent pas expliquer, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez que quelqu'un vous a averti et peut-être, juste peut-être, commencerez-vous à prendre au sérieux la deuxième partie de mon avertissement, ce qui vient en août 2027. Parce que voici la vérité la plus dure de toutes. Le 15 novembre est juste l'avertissement. C'est la sirène qui sonne avant l'ouragan. C'est le tremblement qui précède le tremblement de terre. C'est l'opportunité qui nous est donnée de nous éveiller, de nous préparer, de changer notre cours, si c'est encore possible. Mais si nous ignorons cet avertissement, si nous continuons avec la tête enterrée dans le sable, si nous permettons au gouvernement de nous bercer de nouveau dans la complaisance avec des explications vides et des garanties creuses, alors le 7 août 2027, quand l'astéroïde Gog arrivera finalement, nous serons totalement non préparés. Et à ce moment, il n'y aura pas de seconde chance. Et il y a un concept en physique appelé événement signe noir. C'est un événement de probabilité extrêmement basse, mais d'impact extrêmement élevé. Quelque chose que presque personne ne prévoit, mais que quand cela arrive, cela change tout. Le défi avec les signes noirs est que, par leur propre nature, ils sont difficiles à anticiper. Mais l'astéroïde Gog n'est pas un signe noir, c'est un signe gris. Nous le voyons venir, nous savons qu'il est là, les données sont disponibles, et pourtant, en tant que société, nous décidons collectivement de l'ignorer. Peut-être parce que c'est trop grand pour comprendre, peut-être parce qu'admettre la menace exigerait des changements fondamentaux dans la façon dont nous organisons la société et priorisons les ressources. Il est plus facile de s'inquiéter des élections de l'année prochaine, des drames de célébrités, de qui gagnera le prochain match de football. Ces choses sont gérables, compréhensibles. Elles n'exigent pas d'affronter notre propre mortalité collective. Mais le 15 novembre, ce confort du déni sera plus difficile à maintenir. Parce que quand le ciel lui-même crie des avertissements, quand la technologie sur laquelle nous comptons commence à faillir, quand l'impossible devient indéniable, nous ne pourrons plus regarder de l'autre côté. Et alors nous devrons prendre des décisions en tant qu'individus, en tant que famille, en tant que communauté, en tant qu'espèce. Que ferons-nous avec 630 jours entre le 15 novembre 2025 et le 7 août 2027 ? Certains entreront certainement en panique. Il y aura du chaos, il y aura de la violence, il y aura un effondrement social dans certaines zones. Les êtres humains ne sont pas toujours leurs meilleurs mois sous pression extrême. Mais je crois aussi que nous verrons le meilleur de l'humanité. Nous verrons des communautés s'unir. Nous verrons des actes de sacrifice et de courage extraordinaires. Nous verrons des gens s'aidant mutuellement de manière qui nous rappelleront ce que signifie vraiment être humain. Et peut-être, juste peut-être, verrons-nous quelque chose d'encore plus extraordinaire. Peut-être verrons-nous l'humanité finalement mettre de côté nos différences tribales, nos disputes idéologiques, nos divisions artificielles, et travailler ensemble pour la première fois de notre histoire. Parce que quand on affronte l'extinction, les choses qui semblaient si importantes soudainement semblent ridiculement triviales. Est-ce que cela importe qui a raison dans un débat politique quand un astéroïde est sur le point d'effacer les deux côtés? Est-ce que cela importe quelle religion est la vraie quand tous affrontent le même destin? Est-ce que cela importe combien d'argent vous avez quand l'argent ne peut pas acheter une nouvelle planète? Ce sont les questions que nous serons forcés d'affronter, et les réponses que nous trouverons définiront qui nous sommes en tant qu'espèce. J'ai passé ma vie à enquêter sur des mystères. J'ai voyagé dans plus de 100 pays. J'ai interviewé des milliers de personnes. J'ai vu des choses qui défient l'explication, et après tout cela, je suis arrivé à une conclusion simple. Nous sommes plus que ce que nous pensons être. L'humanité a un potentiel que nous avons à peine commencé à explorer. Nous avons des capacités, tant technologiques que spirituelles, qui n'émergent que quand nous sommes à la limite. Et le 15 novembre, nous commencerons à découvrir exactement de quoi nous sommes capables. Maintenant, avant de continuer, je veux aborder quelque chose d'important. Certains demanderont, si tout ceci est vrai,
Pourquoi n'y a-t-il pas plus de scientifiques qui en parlent? Pourquoi ne voyons-nous pas cela dans les nouvelles principales? La réponse a de multiples couches. Premièrement, certains scientifiques en parlent, mais de manière codée. Si vous savez où chercher, vous verrez des articles académiques sur les menaces d'astéroïdes et la préparation pour des événements d'impact qui ont augmenté dramatiquement ces dernières années. Vous verrez des conférences scientifiques sur la défense planétaire, recevant des financements sans précédent. Deuxièmement, tout scientifique qui parle trop ouvertement d'une menace imminente affronte des conséquences professionnelles sévères. Leurs fonds de recherche peuvent être coupés, ils peuvent perdre leur poste, ils peuvent être marginalisés par la communauté scientifique. J'ai vu cela arriver de manière répétée. Et troisièmement, beaucoup de scientifiques n'ont genuinement pas accès à l'information classifiée qui confirme la menace. Ils travaillent avec des données publiques soigneusement curées pour ne pas révéler l'ampleur complète de la situation. Alors, comment ai-je accès à cette information? À travers des décennies de cultivation de sources, de gagner la confiance de personnes en position de connaissance, d'être au bon endroit, au bon moment et, oui, à travers quelques méthodes peu conventionnelles que j'ai développées au fil des ans. Je ne suis pas scientifique au sens traditionnel. Je suis un évangéliste, un enquêteur, un chercheur de vérité, et parfois cela me donne accès à des informations que les scientifiques traditionnels ne verraient moi jamais. Mais ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que la science mainstream a tort. Je dis qu'elle est incomplète. Elle travaille avec une portion de l'image, pas avec l'image complète. Et cette différence est cruciale. C'est comme le vieux proverbe des aveugles et de l'éléphant. Chacun touche une partie différente de l'animal et arrive à des conclusions complètement différentes sur ce que c'est. L'un touche la trompe et pense que c'est un serpent. Un autre touche la patte et pense que c'est un arbre. Un autre touche la défense et pense que c'est une lance. Tous ont raison sur la partie qu'ils touchent, mais aucun ne voit l'éléphant complet. La science mainstream touche des parties de l'éléphant. Moi, à travers mes investigations, j'ai réussi à prendre du recul et à voir plus de l'animal entier. Pas tout. Je ne prétends pas avoir une image parfaite, mais plus que ce qui est disponible publiquement. Et ce que je vois est terrifiant, mais aussi plein d'espoir. Parce que si nous pouvons voir la menace, nous pouvons nous y préparer. Si nous pouvons comprendre ce qui vient, nous pouvons prendre des mesures. Et cela nous ramène au 15 novembre. Ce jour n'est pas la fin, c'est le début de notre préparation. C'est le moment où l'humanité, prête ou non, commencera à s'éveiller à la réalité de notre situation. Et nous devons être prêts pour cet éveil. Nous devons avoir des plans en place. Nous devons avoir des ressources accumulées. Nous devons avoir des communautés organisées. Parce qu'après le 15 novembre, le temps pour la préparation tranquille sera terminé. Tout s'accélérera, et ceux qui ne seront pas préparés se retrouveront à lutter pour rattraper le retard. Alors, que recommandais-je spécifiquement, au-delà des provisions de base d'urgence que j'ai mentionnées avant? Voici quelques étapes plus spécifiques. Premièrement, identifiez votre communauté. Connaissez vos voisins, créez des réseaux de soutien mutuel. En temps difficile, la solitude sera mortelle. La communauté sera le salut. Deuxièmement, développez des compétences pratiques. Apprenez les premiers soins. Apprenez à cultiver des aliments. Apprenez à purifier l'eau. Ces compétences de base de survie que notre société moderne a laissé s'atrophier redeviendront cruciales. Troisièmement, restez informés, mais pas obsédés. Suivez les nouvelles sur les événements astronomiques. Prêtez attention aux déclarations des agences spatiales. Mais ne permettez pas que la peur consume vos vies. L'équilibre est la clé. Quatrièmement, et ceci est peut-être le plus important, cultivez la résilience mentale et spirituelle. Les défis qui viennent ne seront pas seulement physiques, ils seront psychologiques et spirituels. Nous aurons besoin de force intérieure pour rester sains, pleins d'espoir et fonctionnels, pendant que nous affrontons ce qui vient. Et cinquièmement, documentez vos expériences. Écrivez des journaux, prenez des photos, enregistrez des vidéos. Parce que si nous surmontons ceci, si l'humanité passe cette épreuve,
Les générations futures auront besoin de savoir comment nous l'avons fait. Elles auront besoin d'apprendre de nos succès et de nos échecs. Maintenant, il y a quelque chose de plus que je dois aborder. Certains ont demandé, y a-t-il un endroit sûr? Y a-t-il un endroit où je peux aller pour échapper à l'impact? La réponse honnête est « ça dépend ». Si l'astéroïde impacte dans les Caraïbes, comme mes sources le prévoient, les zones de plus grand risque immédiat seront les Amériques, particulièrement les côtes. L'Europe occidentale et l'Afrique occidentale affronteront aussi des tsunamis dévastateurs. Les endroits les plus sûrs en termes d'effets immédiats de l'impact seraient probablement l'intérieur de l'Asie, des parties de la Russie, le centre de l'Afrique et l'Australie. Ces zones seraient suffisamment loin du point d'impact pour éviter les effets les plus dévastateurs immédiats. Mais voici le problème. Même dans ces zones sûres, l'hiver nucléaire subséquent sera également mortel. Les températures chuteront, les récoltes mourront, et l'infrastructure de la civilisation moderne s'effondrera. Ainsi, il n'y a pas d'endroit sûr au sens traditionnel. Il y a des endroits où vous aurez plus de temps, où les effets immédiats seront moins sévères, mais à long terme, toute la planète affrontera les conséquences. Cependant, l'espoir. Si le projet bouclier réussit, s'ils parviennent à dévier l'astéroïde, alors aucun endroit n'aura besoin d'être sûr, parce que la menace aura été éliminée. Et là réside le dilemme. Vous déménagez maintenant. Interrompez votre vie, dépensez des ressources significatives pour vous relocaliser dans une zone plus sûre, sachant que le danger peut être complètement évité, ou vous restez où vous êtes. Faites confiance que les gouvernements résoudront le problème et risquez de rester dans une zone à haut risque s'ils échouent? Je ne peux pas répondre à cette question pour vous. C'est une décision personnelle que chacun doit prendre en fonction de ses circonstances, ressources et évaluation du risque. Mais je dirais ceci. Si vous décidez de rester où vous êtes, ayez au moins un plan d'évacuation. Sachez où vous iriez si vous deviez abandonner votre maison avec peu de préavis. Ayez un point de rencontre désigné pour votre famille. Ayez des contacts d'urgence dans différentes régions. Parce que même si l'astéroïde est dévié, même si le projet bouclier réussit, le 15 novembre et les mois suivants seront turbulents. Il y aura du chaos social, il y aura des interruptions de services de base, il y aura de la panique. Et au milieu de ce chaos, avoir un plan peut faire la différence entre la vie et la mort. Maintenant, je veux parler de quelque chose que j'aborde rarement publiquement. L'aspect spirituel de tout ceci. Voyez-vous, dans toutes mes années d'investigation, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a plus dans la réalité que ce que nous pouvons mesurer avec des instruments scientifiques. Il y a des dimensions d'existence, des niveaux de conscience que la science moderne commence à peine à reconnaître. Et je crois que l'événement du 15 novembre et ce qui vient après n'est pas seulement une menace physique, c'est aussi un événement spirituel. C'est un moment de transformation collective pour l'humanité. Pensez-y. Chaque grand saut dans l'évolution humaine a été précédé par une sorte de catastrophe ou de grand défi. La dernière ère glaciaire a forcé nos ancêtres à développer de nouvelles technologies et formes de coopération. Les pestes médiévales ont mené à la Renaissance. Les guerres mondiales du XXe siècle ont accéléré des avancées technologiques qui autrement auraient pris des siècles. La souffrance, aussi terrible qu'elle soit, semble être un catalyseur pour la croissance. Non pas que la souffrance soit bonne en soi, mais elle nous force à évoluer, à nous adapter, à devenir quelque chose de plus que ce que nous étions. Et je crois que c'est ce qui se passe maintenant. L'humanité est arrivée à un point de stagnation. Nous avons développé des technologies incroyables, mais notre conscience collective n'a pas suivi le rythme. Nous menons encore des guerres tribales. Nous nous divisons encore par des lignes artificielles. Nous priorisons encore des gains à court terme sur la survie à long terme. Et maintenant, l'univers, ou Dieu, ou la conscience cosmique, comme vous voulez l'appeler, nous présente un défi que nous ne pouvons pas ignorer. Un défi qui exige que nous grandissions finalement,
que nous nous unissions, que nous devenions l'espèce que nous avons le potentiel d'être. L'astéroïde Gog est un maître spatial, un maître cruel, peut-être, mais un maître après tout. Et la leçon est simple, évoluez ou mourrez. Eh bien, je sais que cela sonne apocalyptique et fataliste, et peut-être que ça l'est, mais c'est aussi profondément plein d'espoir, parce que si c'est vrai que c'est un moment de transformation, alors nous n'affrontons pas simplement l'extinction, nous affrontons la possibilité d'une renaissance. Si nous surmontons ceci, si nous parvenons à dévier l'astéroïde ou à survivre à ses effets, l'humanité qui émergera de l'autre côté sera fondamentalement différente. Nous aurons appris des leçons qui ne s'apprennent pas autrement. Nous aurons développé une maturité en tant qu'espèce qui ne vient que d'affronter notre propre mortalité. Et peut-être, juste peut-être, serons-nous finalement prêts à rejoindre la communauté galactique plus large. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils sont ici à observer. Ils attendent de voir si nous passons le test, si nous démontrons que nous sommes dignes de rejoindre les civilisations plus avancées du cosmos. Ceci est, j'admets, de la spéculation. Je ne peux pas le prouver, mais après des décennies à enquêter sur le phénomène OVNI, après avoir vu les patterns de quand ils apparaissent et comment ils interagissent ou n'interagissent pas avec nous, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Nous sommes une espèce en test et le 15 novembre commence l'examen final. Mais revenons au concret. Revenons à ce que vous pouvez faire maintenant, aujourd'hui, pour vous préparer. La première et plus importante, informez-vous. Lisez sur les astéroïdes, sur la défense planétaire, sur les événements historiques d'impact. Comprenez la science derrière ce que je décris. Ne faites pas juste confiance à ma parole. Faites vos propres recherches. Deuxièmement, préparez-vous financièrement, si possible. Ayez des économies, ayez accès à de l'argent liquide. Les systèmes bancaires peuvent s'effondrer temporairement pendant les événements du 15 novembre, ou après. Avoir des ressources à portée de main vous donnera des options. Troisièmement, prenez soin de votre santé. Un corps fort et sain est essentiel. Faites de l'exercice, mangez bien, dormez suffisamment. Les mois qui viennent exigeront de l'endurance physique. Quatrièmement, construisez des compétences. Apprenez des choses pratiques. Comment cultiver des aliments, comment réparer des choses, comment administrer les premiers soins. Dans un poste 15 novembre, ces compétences seront inestimables. Et cinquièmement, cultivez des relations. La solitude tue, la communauté sauve. Investissez du temps dans les relations avec la famille et les amis. Connaissez vos voisins. Créez des réseaux de soutien mutuel. Ces étapes non seulement vous prépareront pour les événements à venir, elles amélioreront aussi votre qualité de vie maintenant. Et s'il arrive que j'ai tort, si l'astéroïde est dévié et que rien de terrible n'arrive, vous aurez quand même gagné quelque chose de précieux de l'expérience. Mais je ne crois pas avoir tort. J'ai eu raison trop de fois auparavant, et tous les signes pointent dans la même direction. Le 15 novembre 2025 marquera le début de la fin du monde tel que nous le connaissons. Mais il pourra aussi marquer le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Cela dépend de nous. Cela dépend des choix que nous faisons maintenant. Cela dépend de comment nous répondons aux défis qui viennent. Cela dépend de si nous choisissons la peur ou l'espoir, l'égoïsme ou la solidarité, le désespoir ou la détermination. J'ai dédié ma vie à chercher la vérité. Et la vérité que j'ai trouvée est celle-ci. Nous sommes beaucoup plus que ce que nous pensons être. L'humanité a une capacité incroyable de résilience, d'innovation, de courage face à des probabilités impossibles. Nous avons survécu à des ères glaciaires et des périodes de sécheresse. Nous avons survécu à des pestes qui ont tué la moitié de la population. Nous avons survécu à des guerres qui ont dévasté des continents entiers. Et chaque fois, non seulement nous avons survécu, mais nous avons émergé plus forts. Je crois que nous survivrons à ceci aussi. Mais ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas sans perte. Et cela exigera que chacun de nous soit la meilleure version de soi-même. Le 15 novembre est le jour où l'humanité s'éveille.
Ce que nous ferons après nous être éveillés déterminera notre destin. Et je serai ici à observer, à documenter, à faire ma part pour m'assurer que la vérité reste disponible pour qui la cherche. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai été un messager. Un messager qui apporte souvent des nouvelles que les gens ne veulent pas entendre. Un messager souvent ridiculisé pour le message qu'il porte. Mais je continue à être un messager parce que je crois fermement que la connaissance est le pouvoir. Et dans les jours sombres qui viennent, nous aurons besoin de tout le pouvoir que nous pourrons rassembler. Ainsi, je vous laisse avec ceci. Observez le 15 novembre 2025. Marquez la date sur vos calendriers. Prêtez attention. Et quand vous verrez les signes dont j'ai parlé, quand vous verrez les aurores, et les pannes électriques, et les objets dans le ciel qui ne devraient masquement pas être là, souvenez-vous que quelqu'un vous a averti. Et alors, prenez des décisions, passez à l'action et aidez d'autres à faire de même. Parce qu'ensemble, seulement ensemble, nous avons une chance de surmonter ce qui vient. Le 15 novembre 2025. Souvenez-vous, cette date est le jour où tout change. Et maintenant, je vous ai donné tout ce que je peux donner. J'ai partagé mes recherches, mes sources, mes conclusions. Le reste dépend de vous. Que vous ayez la sagesse de vous préparer. Que vous ayez le courage d'affronter ce qui vient. Et que nous ayons tous la chance d'être vivants pour voir l'aube du 8 août 2027, sachant que nous avons survécu à l'impossible. Ceci est ma prophétie. C'est mon avertissement. C'est ma supplique. L'horloge tourne. Le compte à rebours a commencé le 15 novembre 2025. Soyez témoins, soyez préparés, soyez vivants et peut-être, juste peut-être, ensemble, trouverons-nous une façon d'éviter ce qui semble inévitable. Peut-être écrirons-nous une fin différente pour cette histoire. Peut-être démontrerons-nous que l'humanité mérite sa place dans le cosmos. C'est mon espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, il y a une opportunité. Je vous laisse avec cela, avec l'espoir, avec l'avertissement et avec la certitude que, peu importe ce qui vient, nous affronterons ensemble notre destin. Le 15 novembre est plus proche que vous ne le pensez. Soyez prêts. Mais il y a plus que je dois vous raconter, parce que l'histoire du 15 novembre et de l'astéroïde Gog ne vit pas dans le vide. C'est parti d'un pattern beaucoup plus grand que je traque depuis des décennies. Un pattern qui connecte des événements historiques, des prophéties anciennes, des observations modernes et des découvertes scientifiques dans un réseau de signification impossible à ignorer une fois que vous commencez à le voir. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage à travers le temps. Commençons en l'an 1178, le 18 juin, pour être exact. Cette nuit-là, 5 moines à Canterbury, en Angleterre, ont observé quelque chose d'extraordinaire. Selon leur registre, ils ont vu la partie supérieure de la Lune se fendre en deux, et une flamme, du feu chaud et des braises étincelantes, surgir de la division. Les astronomes modernes croyaient que ces moines ont été témoins de l'impact d'un astéroïde contre la Lune, un impact qui a créé le cratère Giordano Bruno, qui a approximativement 22 km de diamètre. Pourquoi cela est-il pertinent ? Parce que cela montre que les impacts d'astéroïdes de taille significative ne sont pas des événements hypothétiques. Ils arrivent, et quand ils arrivent, près de la Terre, il y a des témoins. Les moines de Canterbury ont vu un frapper la Lune. En 1908, nous avons vu un frapper Tunguska en Sibérie, aplatissant 2000 km² de forêt. En 2013, le météore de Tcheliabinsk a explosé au-dessus de la Russie avec la force de 30 bombes atomiques de Hiroshima. Les astéroïdes sont une menace réelle, ils ne sont pas de la science-fiction. Et la question n'a jamais été si un impactera éventuellement la Terre. La question a toujours été quand. Et je vous dis quand. Le 7 août 2027. Et l'avertissement est le 15 novembre 2025. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose qui a à voir avec les cycles.
Voyez-vous, j'ai passé des années à étudier les cycles astronomiques, les cycles solaires, les cycles historiques, et il y a un pattern qui émerge. À chaque certain temps, approximativement tous les 3600 ans, le système solaire expérimente une période d'activité accrue. Plus de comètes, plus d'astéroïdes, plus d'événements catastrophiques. La dernière fois que cela s'est produit était approximativement en l'an 1600 avant Jésus-Christ. Et devinez ce qui s'est produit pendant cette période? La civilisation minoenne, une des plus avancées de son temps, a été complètement détruite. L'île volcanique de Terra a explosé dans ce qui est considéré une des éruptions les plus puissantes de l'histoire humaine enregistrée. Les plaies d'Égypte décrites dans la Bible, beaucoup d'académiques croient aujourd'hui qu'elles étaient des conséquences de cette éruption et des événements climatiques subséquents. Et 3600 ans après 1600 avant Jésus-Christ, nous arrivons à 2000 après Jésus-Christ. Nous sommes dans le cycle. Eh bien, certains diront que c'est de la numérologie sans sens, que je vois des patterns où il n'y en a pas. Mais voici le problème avec cette critique. Les cycles sont réels. Le cycle solaire de 11 ans est réel et mesurable. Les cycles de Milankovitch qui causent des déserts glaciaires sont réels et ont été scientifiquement validés. Les cycles ne sont pas de la pseudoscience, c'est de la science fondamentale. Et quand nous regardons l'histoire à travers la lentille de ces cycles plus longs, des patterns émergent. Les civilisations montent et tombent avec une régularité étrange. Les événements catastrophiques semblent se grouper dans certaines périodes, et nous sommes maintenant dans une de ces périodes. Le 15 novembre 2025 n'est pas juste une date aléatoire. C'est un point de convergence dans de multiples cycles. Le cycle solaire atteint le maximum. L'alignement planétaire est un événement qui arrive une fois par millénaire. Et l'astéroïde Gog arrive juste quand ces autres facteurs s'alignent. Trop de coïncidences. Il doit y avoir une raison. Et cette raison, je crois, est dès que nous sommes en train d'être testés. Non pas par un Dieu vengeur qui veut nous punir, mais par les forces naturelles du cosmos qui testent constamment les espèces pour déterminer si elles sont dignes de continuer. Darwin a parlé de sélection naturelle au niveau des individus et des espèces. Mais qu'en est-il de la sélection naturelle au niveau des civilisations? Et l'idée que l'univers a des mécanismes pour filtrer les civilisations qui ne sont pas prêtes à avancer au niveau suivant. C'est, à la fin de la journée, la question fondamentale derrière le grand filtre, et je crois que nous sommes sur le point de l'affronter. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai découvert dans mes voyages en Égypte. En 2003, j'ai passé 3 mois à étudier les temples anciens, particulièrement les textes qui parlent de ce qu'ils appelaient Apep, le serpent du chaos, qui menaçait périodiquement de détruire le monde. Pendant longtemps, les égyptologues ont pensé que c'était purement mythologique, du symbolisme religieux sur le cycle quotidien du soleil, mais j'ai eu accès à des textes qui ne sont pas dans les principaux musées, des textes préservés par certains ordres qui existent en secret depuis des millénaires. Et ces textes parlent d'Apep de manière beaucoup plus littérale. Ils décrivent un objet du ciel qui revient périodiquement. Ils décrivent ses effets quand il s'approche. Tempête, tremblement de terre, le ciel devenant rouge comme le sang. Et ils donnent un cycle que quand je l'ai traduit en utilisant des calendriers astronomiques modernes, pointe. Vous pouvez deviner, approximativement vers 2027. Les anciens Égyptiens s'avèrent d'une certaine manière, à travers des observations millénaires, ou peut-être à travers des connaissances héritées d'une civilisation encore plus ancienne. Ils savaient, sur ce cycle, ils savaient que quelque chose revenait, et ils ont construit leurs monuments, écrit leurs textes, préservé leurs connaissances, pour avertir les générations futures. Mais cette connaissance a été supprimée par l'Église pendant le Moyen-Âge, par les gouvernements modernes qui ne veulent pas que la population entre en panique, par les institutions académiques qui considèrent tout ce qui sort de leur paradigme comme de la pseudoscience. Et ainsi, la connaissance s'est perdue, sauf pour quelques-uns, pour ceux qui, comme moi, ont dédié leur vie à chercher dans les coins oubliés de l'histoire, à parler avec les gardiens de secrets anciens,
à connecter des points que d'autres ne voient même pas. Et ce que j'ai trouvé est ceci. Le 15 novembre 2025 et le 7 août 2027 étaient connus d'une certaine manière depuis des milliers d'années. Les dates spécifiques, ce n'est pas clair. Les anciens n'avaient pas nos calendriers, mais la période, le temps général était connu, et maintenant nous y sommes. Laissez-moi parler d'un autre aspect que je mentionne rarement. La connexion avec Mars. En 2012, j'ai eu une conversation avec un ingénieur qui travaillait sur le programme Mars Rover. Cette personne, que je dois garder anonyme, m'a raconté quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit que les images que le rover capturait montraient des preuves claires d'une catastrophe planétaire dans le passé de Mars. Pas juste l'épuisement graduel de son atmosphère et de son eau que le récit officiel admet, mais des preuves d'un événement unique et catastrophique. Des structures effondrées, des patterns de destruction consistants avec des ondes de choc massives, et le plus intéressant, des traces chimiques dans le sol martien qui ne pourraient venir que d'un impact astéroïdal extrêmement grand, beaucoup plus grand que celui qui a tué les dinosaures sur Terre. Ma source spéculait. Et si Mars était un jour comme la Terre? Et s'il avait une civilisation? Et si cette civilisation a été détruite par le même type d'événement qui menace maintenant la Terre? Ceci est de la spéculation, bien sûr. Il n'y a pas de preuves définitives, mais il y a assez de preuves pour poser la question. Et si la réponse est oui? Si Mars a été frappé par un astéroïde catastrophique qui a détruit toute vie qui aurait pu exister là, alors nous avons un avertissement écrit sur la planète voisine. Nous sommes le prochain Mars à moins que nous fassions quelque chose de différent. Et cela nous ramène au projet Bouclier. Selon mes informations, ce projet n'est pas juste de dévier un astéroïde. C'est de garantir que l'humanité ne partage pas le destin de Mars. C'est de démontrer que nous avons évolué suffisamment technologiquement et socialement pour nous défendre contre les menaces cosmiques. Et le 15 novembre 2025 est quand nous découvrirons si nous sommes à la hauteur du défi. Maintenant, je dois parler de quelque chose de profondément personnel pour moi. Mon épouse Ruth n'était pas seulement ma compagne, elle était aussi ma collaboratrice dans ces investigations. Elle avait des compétences que je n'ai pas, une intuition, une capacité de voir des patterns où je ne voyais que du bruit. C'était Ruth qui m'a d'abord pointé la connexion entre le 15 novembre et certaines prophéties que j'avais ignorées. C'était elle qui m'a poussé à enregistrer la prophétie de 2020 devant notaire, disant qu'il était important d'avoir un registre vérifiable. C'était elle qui, dans ces derniers jours, m'a fait jurer que je continuerais ce travail, peu importe les critiques ou le ridicule. Et j'ai rempli cette promesse. J'ai continué à enquêter, j'ai continué à publier, j'ai continué à avertir, mais cela a été difficile sans elle, parce qu'elle me gardait équilibré. Elle me rappelait que, bien que ces prophéties soient sérieuses, la vie doit encore être vécue. Elle insistait pour que nous trouvions des moments de joie, même pendant que nous enquêtions sur les choses les plus sombres. Depuis sa mort, j'ai senti sa présence me guidant. Je sais que certains diront que c'est juste mon esprit cherchant du réconfort, mais je sais à 150% qu'il y a quelque chose après la mort. Je sais parce que j'ai enquêté sur des phénomènes paranormaux pendant des décennies. Je sais parce que j'ai eu des expériences qui ne peuvent pas être expliquées par la science matérialiste. Et je sais parce que j'ai senti Ruth avec moi, guidant mes investigations, pointant des directions à explorer. Et elle m'a dit que le 15 novembre est crucial, que c'est le point d'inflexion, qu'après cette date, tout changera irréversiblement. Oui, me voici en train de remplir la promesse que je lui ai faite, partageant cette information avec vous, espérant qu'au moins quelques-uns la prendront au sérieux, espérant qu'au moins quelques vies pourront être sauvées par cette connaissance, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui compte, pas ma réputation, pas si les gens croient en moi ou non. Ce qui compte, c'est si cette information aide quelqu'un à survivre à ce qui vient. Et je crois qu'elle aidera. Je crois que ceux qui prêteront attention, qui se prépareront, qui prendront ces avertissements au sérieux, auront de meilleures chances que ceux qui seront pris complètement par surprise. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose sur les préparatifs que j'ai moi-même faits, non pas pour me vanter, mais parce que cela peut être instructif pour d'autres.
J'ai établi une petite propriété dans une zone rurale, loin des côtes, en terrain élevé. J'ai du stockage de nourriture pour au moins 2 ans. J'ai des systèmes de purification d'eau. J'ai des panneaux solaires et des batteries de secours. J'ai des graines pour des cultures et les compétences de base pour les cultiver. Je ne suis pas un préparateur extrémiste qui pense que la société va s'effondrer demain et ne se reconstruira jamais. Mais je suis réaliste. Si mes prédictions sont correctes, il y aura une période de plusieurs mois, possiblement des années, où l'infrastructure normale de la société sera sévèrement compromise. Et pendant cette période, ceux qui seront autosuffisants, qui auront des ressources, qui auront des compétences, seront dans une position beaucoup meilleure que ceux qui dépendent complètement de systèmes externes. Mais plus important que les provisions physiques sont les réseaux sociaux que j'ai construits. Je connais mes voisins. Nous avons discuté de plans d'urgence. Nous avons convenu de nous aider mutuellement si des temps difficiles arrivent. Nous avons des compétences complémentaires. Un médecin retraité, un ingénieur, un agriculteur, plusieurs ex-militaires. Ensemble, nous formons une communauté avec une chance de survivre et de prospérer, même dans les circonstances les plus difficiles. Séparés, chacun de nous serait vulnérable. Et c'est la leçon la plus importante que je peux partager. La communauté et la survie. Les loups, solitaires, ne survivent pas aux apocalypses. Les communautés, oui. S'il y a une chose que vous fassiez après avoir entendu ceci, que ce soit de vous connecter avec d'autres, de former des réseaux, de construire des relations, parce que quand arrivera le 15 novembre, quand les choses commenceront à changer, vous aurez besoin de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Eh bien, j'ai beaucoup parlé de préparation physique et sociale, mais il y a un troisième type de préparation également important, la préparation spirituelle. Peu importe quel est votre système de croyance, vous pouvez être chrétien, musulman, bouddhiste, hindou, athée, agnostique. Ce qui importe, c'est que vous ayez fait la paix avec votre propre mortalité, que vous ayez pensé à ce qui est vraiment important, que vous ayez priorisé ce qui compte vraiment, parce que les événements qui viennent nous forceront à affronter les questions les plus fondamentales de l'existence. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce qui importe vraiment? Comment voulons-nous être rappelés? Et ceux qui ont déjà réfléchi à ces questions, qui ont trouvé leurs réponses, seront dans un état psychologique beaucoup plus fort que ceux forcés de le faire pour la première fois au milieu du chaos. J'ai passé ma vie à chercher des réponses aux grands mystères. Sommes-nous seuls dans l'univers? Y a-t-il une vie après la mort? L'existence a-t-elle un but? Et après des décennies d'investigation, je suis arrivé à quelques conclusions. Je ne prétends pas que ce sont les seules réponses correctes, mais ce sont les miennes, et elles me donnent la paix. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Je crois que l'univers est plein de vie et d'intelligence. Je crois que certaines de ces intelligences sont ici maintenant à nous observer. Et je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Une certaine continuation de la conscience dans une forme que nous ne comprenons pas complètement. Et je crois qu'il y a un but dans tout ceci. Pas un plan spécifique dessiné par un être omnipotent, mais un but émergent. Une signification qui surgit de la complexité et de l'interconnexion de tout ce qui existe. L'astéroïde Gog n'est pas une punition. Ce n'est pas un test conçu par un dieu cruel. C'est simplement un rocher dans l'espace suivant les lois de la physique. Mais la façon dont nous y répondons, cela oui, a de la signification. Cela oui révèle quelque chose sur qui nous sommes en tant qu'espèce. Choisirons-nous la panique et l'égoïsme ou la coopération et le courage? Sombrera-nous dans le chaos ou nous élèverons-nous à de nouvelles hauteurs d'humanité? Le 15 novembre initie la période où nous ferons ces choix. Et les choix que nous ferons détermineront non seulement si nous survivons physiquement, mais quel type de civilisation nous sommes. Maintenant, il y a un aspect de cette situation particulièrement frustrant pour moi. J'ai essayé pendant des années d'attirer l'attention des grands médias sur cette menace. J'ai écrit à des journaux, contacté des producteurs de télévision, envoyé des informations à des agences gouvernementales et dans la majorité des cas,
J'ai été ignoré. Occasionnellement, j'obtiens une interview, mais toujours présentée sur le ton de « Voyez l'excentrique qui croit aux astéroïdes apocalyptiques, jamais pris au sérieux ». Et je comprends pourquoi. Parce qu'admettre que j'ai raison exigerait d'admettre qu'ils ont ignoré une menace existentielle, exigerait de l'action, exigerait des changements fondamentaux dans la façon dont la société opère. Il est plus facile de disqualifier le messager que de traiter le message. Mais voici le problème. La vérité ne dépend pas de si les médias la reconnaissent. L'astéroïde ne cessera pas d'exister parce qu'une chaîne décide de ne pas couvrir l'histoire, et le 15 novembre arrivera indépendamment de si les journaux écrivent à ce sujet. La réalité est indépendante de la perception, et la réalité est que nous sommes en danger. Oui, même si les grands médias m'ignorent, même si les institutions académiques me rejettent, même si les gouvernements font semblant que je n'existe pas, je continue. Parce qu'il y a d'autres canaux de communication maintenant. Internet, les réseaux sociaux, les podcasts, des façons d'atteindre directement les gens, sans passer par les gardiens traditionnels de l'information. Et lentement, le message se répand. Il y a plus de personnes chaque jour qui s'éveillent à la réalité de notre situation. Il y a plus de personnes posant des questions. Il y a plus de personnes se préparant. Et cela me donne de l'espoir, parce que nous n'avons pas besoin que tout le monde croie. Nous avons besoin de suffisamment de personnes conscientes et préparées pour former un noyau de résistance et de récupération si le pire arrive. Si 10% de la population prend ceci au sérieux et se prépare, c'est suffisant pour assurer que la civilisation puisse se récupérer. Si 20% étaient conscients, alors nous avons une chance réelle, non seulement de survivre, mais de prospérer après. Et chaque personne qui entend ce message et décide d'agir est une de plus dans ce pourcentage critique. Maintenant, laissez-moi aborder quelque chose que je sais que beaucoup pensent. Et si vous avez tort? Et si le 15 novembre arrive et que rien ne se passe? Et si le 7 août 2027 passe et qu'il n'y a pas d'impact? C'est une question juste, et la réponse est simple. Si j'ai tort, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je célébrerai, je rendrai grâce, et j'admettrai librement que je me suis trompé. Mais voici le problème. Je ne peux pas me permettre d'avoir tort dans la direction opposée. Je ne peux pas dire « probablement rien n'arrivera » et ensuite avoir tort à ce sujet. Parce que si je minimise la menace et qu'elle est réelle, alors j'aurai échoué dans ma responsabilité d'avertir. Il est mieux d'être prudent et avoir tort que d'être complaisant et avoir tort. Le coût de la surpréparation est moindre que le coût de la non-préparation. Et honnêtement, même si j'ai complètement tort, même si rien de tout ceci n'arrive, les gens qui se prépareront auront quand même gagné quelque chose de précieux. Ils auront appris des compétences, ils auront construit des communautés, ils auront pensé profondément à ce qui importe vraiment dans la vie. Ce n'est pas une perte, c'est un gain, indépendamment de si l'astéroïde vient ou non. Mais je ne crois pas avoir tort. J'ai eu raison trop de fois auparavant. Les patterns sont trop clairs, les sources trop consistantes, les nombres s'emboîtent trop parfaitement. Le 15 novembre 2025 sera un jour dont nous nous souviendrons. Et le 7 août 2027 déterminera si nous aurons un futur pour nous souvenir. Maintenant, il y a une chose de plus que je veux mentionner sur la période entre ces deux dates. Les 630 jours entre le 15 novembre 2025 et le 7 août 2027 seront, je crois, la période la plus importante de l'histoire humaine enregistrée. Pendant ces 630 jours, nous verrons le vrai caractère de l'humanité. Nous verrons le meilleur et le pire de ce dont nous sommes capables. Et les actions que nous prendrons pendant cette période détermineront non seulement si nous survivons, mais quel type d'espèce nous sommes. Il y aura des héros, des personnes qui se sacrifieront pour d'autres, des scientifiques qui travailleront inlassablement pour trouver des solutions, des leaders qui émergeront pour guider leur communauté, des gens ordinaires qui feront des choses extraordinaires. Mais il y aura aussi des vilains, ceux qui profiteront du chaos pour leurs bénéfices personnels, ceux qui sèmeront la division et la peur, ceux qui placeront leur propre survie au-dessus de tout. Et la majorité d'entre nous sera quelque part entre les deux, essayant de faire ce qui est juste,
faisant des erreurs, apprenant, s'adaptant. Ce sera le creuset ultime, et ce qui émergera de l'autre côté, si quelque chose émerge, sera une humanité transformée. Maintenant, il y a un dernier aspect que je veux aborder avant de terminer. Cela a à voir avec les enfants, avec la prochaine génération. Si vous avez des enfants, vous devez penser soigneusement à comment gérer cette information avec eux. Vous ne voulez pas terroriser les enfants, mais vous ne voulez pas non plus qu'ils soient complètement ignorants de ce qui se passe. Mes recommandations sont: soyez honnêtes, mais appropriés à l'âge. Avec les jeunes enfants, vous pouvez parler de préparation générale pour les urgences sans entrer dans des détails apocalyptiques. Avec les adolescents, vous pouvez être plus direct, mais toujours en équilibrant l'information avec l'espoir et l'autonomisation. L'objectif n'est pas de causer un traumatisme. L'objectif est de préparer les jeunes esprits à être résilients, adaptables et courageux face à l'incertitude. Parce que ces enfants et adolescents construiront le monde post-2027. S'il y a un monde post-2027, nous devons les préparer non seulement à survivre, mais à diriger, à reconstruire, à créer quelque chose de meilleur que ce que nous avions. Et cela exige que nous commencions maintenant à les équiper avec les outils mentaux et émotionnels dont ils auront besoin. Enseignez à vos enfants des compétences pratiques, enseignez la résilience, la pensée critique, l'empathie et la coopération. Parce que ce sont les qualités qui détermineront si la prochaine génération peut non seulement survivre, mais prospérer. Et surtout, l'espoir. Oui, le futur est incertain. Oui, nous affrontons des défis énormes, mais nous avons aussi des capacités énormes. Nous avons une technologie que nos ancêtres n'auraient pas pu imaginer. Nous avons des connaissances accumulées pendant des millénaires. Nous avons la capacité de travailler ensemble à l'échelle globale. Si quelqu'un peut surmonter ceci, c'est nous, ici, maintenant, cette génération. Le 15 novembre 2025 est quand nous commencerons à le démontrer. Et avec cela, j'arrive à la fin de mon message. J'ai partagé tout ce que je peux partager. J'ai donné tous les avertissements que je peux donner. J'ai expliqué tout ce que j'ai découvert dans des décennies d'investigation. Maintenant, la responsabilité passe à vous. Vous décidez quoi faire avec cette information. Vous décidez comment vous préparer. Vous décidez quel type de personne vous voulez être dans les jours qui viennent. Je ne vous demande qu'une chose, peu importe ce que vous décidez. Faites-le consciemment. Ne permettez pas que la peur ou la complaisance vous contrôle. Prenez des décisions actives basées sur la meilleure information disponible. Et souvenez-vous, vous êtes vivant maintenant, en ce moment, pour une raison. Peut-être que la raison est que vous étiez destiné à faire partie de ceci, à témoigner du moment le plus crucial de l'histoire humaine, à contribuer de manière grande ou petite à la réponse de l'humanité à ce défi. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici, que vous écoutiez ceci, que vous soyez conscient. C'est le destin, c'est le but, c'est votre rôle dans la grande histoire de notre espèce. Ainsi, acceptez-le, embrassez-le et faites de votre mieux avec le temps que nous avons. Le 15 novembre 2025, le jour où tout commence. Soyez préparés, soyez conscients, soyez vivants, et nous nous verrons de l'autre côté, quoi que cela signifie. Ceci était ma prophétie, mon avertissement, ma supplique à l'humanité. Que nous ayons la sagesse d'écouter, que nous ayons le courage d'agir et que nous ayons la chance de survivre. L'horloge tourne, et elle ne s'arrêtera pas. Mais avant de me dire au revoir complètement, il y a des histoires que je dois raconter. Des histoires qui illustrent pourquoi je crois si fermement en ce que je vous dis. Des histoires de mes investigations que je n'ai jamais partagées, publiquement jusqu'à maintenant. La première s'est passée en 1997. J'étais à Nazca, au Pérou, étudiant les fameuses lignes. Un après-midi, après une longue journée de photographie aérienne, je me suis rencontré avec un chaman local qui m'aidait à comprendre les traditions orales de la région. Cet homme, de plus de 80 ans, m'a emmené chez lui et m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Un quipu, un ancien système de nœuds, utilisé pour enregistrer l'information. Mais celui-ci était différent.
Il n'enregistrait pas seulement des quantités ou des recensements. Selon le chaman, il enregistrait un calendrier astronomique préservé en secret par des générations. Et quand il m'a aidé à déchiffrer les nœuds en utilisant un système qu'il a juré de ne jamais révéler, ce que j'ai vu m'a glacé. Les nœuds marquaient des cycles d'approximativement 3600 ans. Et dans chaque cycle, ils marquaient des événements spécifiques, de grandes inondations, des tremblements de terre massifs, des périodes d'obscurité prolongées. Et à la fin de chaque cycle, avant que le suivant ne commence, il y avait un symbole que le chaman a traduit comme « le jour du feu du ciel ». J'ai demandé quand était programmé le prochain jour du feu du ciel, selon ce calendrier. Il a calculé en utilisant des méthodes qui impliquaient des observations astronomiques et des corrélations avec des événements historiques connus, et il est arrivé à une date qui, quand convertie à notre calendrier grégorien, tombait en août 2027, en 1997. Cette date semblait si distante, impossiblement distante, et pourtant, nous voici à moins de 2 ans. J'ai demandé au chaman ce que signifiait le jour du feu du ciel. Il m'a regardé avec un sérieux que je n'oublierai jamais et a dit « C'est le jour où les dieux testent l'humanité. Ceux qui passent le test continuent. Ceux qui échouent sont nettoyés pour faire de l'espace pour un nouveau cycle. » Ces mots sont restés avec moi pendant presque 30 ans et maintenant, alors que nous nous approchons de 2027, ils résonnent avec une urgence terrible. La deuxième histoire est plus récente, de 2019. Je donnais une conférence à Mexico quand un homme s'est approché après ma présentation. Il n'a pas dit son nom, mais a affirmé travailler pour une agence gouvernementale qu'il ne pouvait pas identifier. Il m'a demandé de marcher dehors, où les conversations ne pourraient pas être enregistrées. Une fois dehors, il m'a dit quelque chose qui me hante depuis. Il a dit que son agence surveillait l'astéroïde Gog depuis 2015, qu'il savait que les calculs publics sur sa trajectoire étaient délibérément manipulés pour éviter la panique et qu'il y avait eu de multiples réunions classifiées au niveau international sur comment répondre à la menace. J'ai demandé pourquoi il me racontait cela. Il a répondu simplement « Parce que quelqu'un doit avertir les gens et officiellement nous ne pouvons pas le faire. Mais vous, Monsieur Graham, vous avez une plateforme, vous avez de la crédibilité dans certains cercles, et nous croyons qu'il est important que l'information sorte, même par des canaux non officiels. » J'ai demandé ce qui lui arriverait pour m'avoir dit cela. Il a haussé les épaules. Probablement rien. Il y a des milliers avec accès à cette information. Ils ne peuvent pas surveiller tout le monde. Et franchement, beaucoup d'entre nous sentent que c'est trop grand pour garder secret. Avant de partir, il m'a donné une dernière pièce d'information. Il a dit de prêter une attention spéciale à novembre 2025. Il y aurait des signes ce mois-là qui rendraient impossible de continuer à nier la réalité de la situation. Il n'a pas donné de détails spécifiques. Mais maintenant, après ma propre investigation, je crois qu'il se référait à la tempête solaire et aux événements associés du 15 novembre. La troisième histoire est la plus étrange de toutes, et j'admets que même moi, j'ai des difficultés à la traiter complètement. Elle s'est passée en 2015, pendant un de mes voyages d'investigation OVNI au Chili. J'étais dans le désert d'Atacama, un des meilleurs endroits du monde pour l'observation astronomique, en raison des cieux incroyablement limpides. Une nuit, vers 2 heures, j'étais dehors avec mon équipement photographique quand j'ai vu quelque chose. Ce n'était pas un avion, ce n'était pas un satellite. C'était un objet qui se déplaçait de manière qui défiait à la physique, telle que nous la connaissons. Des accélérations instantanées, des virages à 90 degrés, à des vitesses impossibles, des mouvements qui généreraient des forces G qui pulvériseraient toute structure connue. Je l'ai observé pendant approximativement 15 minutes. J'ai photographié, bien que les images ne capturaient pas vraiment ce que j'ai vu en direct. Et alors, incroyablement, il a semblé remarquer que je l'observais. Il s'est arrêté, a plané immobile pendant plusieurs secondes, et ensuite s'est déplacé directement vers moi. Je n'ai pas de mots pour décrire la terreur que j'ai sentie à ce moment,
mais aussi la curiosité, un désir écrasant de comprendre ce que c'était, qui le contrôlait, ce qu'il voulait. L'objet s'est arrêté, j'estime, à environ 500 mètres au-dessus de moi. Et alors, j'ai reçu de l'information. Non pas en mots, non pas comme un message audio, mais directement dans l'esprit, comme un téléchargement de données. Je sais comment cela sonne, croyez-moi. Je sais exactement comment cela sonne, et c'est pourquoi je n'ai jamais parlé publiquement des détails de ce que j'ai reçu, mais je crois que maintenant, étant donné ce qui est en jeu, je dois partager. Le message parlait de cycles, de comment l'univers fonctionne en cycles dans des cycles, de comment certaines civilisations passent pour des tests et avancent, tandis que d'autres échouent et sont recyclées, de comment la Terre entre dans un de ces moments de test et de comment ils, qui qu'ils soient, ont déjà été ici avant, observant depuis très longtemps. Et bien qu'ils aient généralement une politique de non-intervention, il y a des moments où ils interviennent, des moments quand une civilisation est au bord de quelque chose de significatif, quand elle peut aller dans n'importe quelle direction. Le message incluait des dates, des points de convergence, et le plus significatif de ces points était novembre 2025. Après avoir reçu cette information, l'objet a simplement disparu. Il n'a pas volé, il n'est pas parti. Il a simplement cessé d'exister dans notre espace perceptible. Je suis resté là, tremblant, essayant de traiter ce qui venait juste de se passer. J'ai passé des mois après à me demander si c'était réel, si peut-être j'avais eu une sorte d'hallucination. Mais les photographies étaient là. L'équipement de mesure que j'avais a enregistré des anomalies électromagnétiques au moment exact de la rencontre, et l'information que j'ai reçue, eh bien, elle se corrélait parfaitement avec d'autres choses que j'avais découvertes par des méthodes plus conventionnelles. Ce n'était pas une hallucination, c'était réel. Et le message était clair. Quelque chose de grand vient en novembre 2025. Je sais que partager cette histoire me fera perdre de la crédibilité avec certains. Les sceptiques diront que cela prouve que je suis devenu fou, que j'ai perdu le contact avec la réalité. Et c'est bon, je ne m'attends pas à ce que tout le monde croie. Mais je devais partager parce que c'est partie de pourquoi j'ai tant de certitudes sur ce qui vient. Ce n'est pas seulement des données astronomiques, ce n'est pas seulement des prophéties anciennes, ce n'est pas seulement des informateurs militaires, ce sont aussi des expériences directes qui défient l'explication conventionnelle, mais qui sont indéniables pour celui qui les a vécues. Et si vous pensez que je suis seul dans cela, je vous assure, je ne le suis pas. Il y a des milliers de personnes autour du monde qui ont eu des expériences similaires. Des pilotes, des astronautes, des militaires, des civils ordinaires, des gens qui ont vu des choses qui ne devraient pas exister, selon notre compréhension actuelle de la réalité. Et beaucoup d'entre eux, quand ils osent parler, rapportent le même type de message. Quelque chose est en train de changer. Un point d'inflexion s'approche et nous devons être préparés. Mais parlons de choses plus tangibles. Laissez-moi vous raconter les préparatifs que je vois les gouvernements faire silencieusement. Parce que bien qu'ils n'admettent pas publiquement la menace, leurs actions parlent plus fort que leurs mots. Dans les derniers 5 ans, il y a eu une augmentation dramatique dans la construction de bunkers souterrains profonds dans des lieux stratégiques du monde. Officiellement, ils sont décrits comme des installations militaires, des centres de communication ou des installations de recherche, mais les spécifications de construction, les exigences de blindage, les systèmes de support de vie, tout pointe vers le fait qu'ils sont conçus pour survivre à des événements catastrophiques à la surface. La Norvège a étendu son coffre-fort mondial de graines de Svalbard, une installation destinée à préserver des graines de toutes les cultures importantes de l'humanité. Pourquoi l'expansion soudaine et urgente? Officiellement, c'est juste une précaution, mais le timing est suspect. Les États-Unis ont augmenté significativement le budget de la FEMA pour la préparation au désastre. La Russie a construit des installations souterraines massives sous le prétexte de métros et de tunnels de transport. La Chine a creusé des complexes de tunnels beaucoup plus extensifs que ce que toute nécessité militaire raisonnable exigerait. Et tout ceci se passe depuis ces dernières années, s'accélérant notablement depuis 2020. Coïncidence?
Je ne le crois pas. Les gouvernements savent, ils se préparent. Mais pour eux-mêmes et leurs élites, pas pour la population en général, parce que préparer toute la population exigerait d'admettre la menace. Et ils sont convaincus que cela causerait plus de dommages que de bien. Peut-être ont-ils raison. Peut-être qu'annoncer publiquement qu'un astéroïde va impacter la Terre causerait un chaos immédiat, qui coûterait plus de vies qu'il n'en sauverait. Je ne sais pas, je ne suis pas en position de prendre cette décision, mais je sais qu'il y a un juste milieu. Il y a des façons d'avertir les gens sans causer une panique totale. Il y a des façons d'encourager la préparation sans révéler toute la vérité terrifiante. Et c'est l'espace dans lequel j'opère. J'avertis, j'encourage la préparation, mais je fournis aussi du contexte, de l'espoir et de la direction. Je ne dis pas « courons tous en cercle en criant ». Je dis « voici ce qui vient. Voici ce que vous pouvez faire à ce sujet. Il y a du pouvoir dans la connaissance. Il y a de l'autonomisation dans la préparation. Il y a de l'espoir dans l'action. » Maintenant, parlons de quelque chose de plus pratique. Les signes d'avertissement à surveiller avant le 15 novembre. Dans les semaines qui mènent au 15 novembre, prêtez attention aux patterns climatiques. Si mes théories sont correctes, nous devrions voir des augmentations dans l'activité sismique globale, des tremblements de terre plus fréquents, spécialement dans la ceinture de feu du Pacifique, une activité volcanique augmentée. Ceci serait l'un des indicateurs précoces des tensions gravitationnelles que l'astéroïde exerce en s'approchant. Observez le comportement animal. Les animaux détectent fréquemment des changements électromagnétiques avant les humains. Si vous commencez à voir des comportements anormaux, des migrations inhabituelles, des animaux agissant de manière étrange sans explication évidente, prenez note. Cela peut être un signe. Prêtez attention aux aurores. Même avant le 15 novembre, alors que nous nous approchons du maximum solaire, nous devrions voir des aurores dans des latitudes de plus en plus basses. Si vous voyez des rapports d'aurores où elles n'apparaissent normalement pas, c'est un signe que l'activité solaire s'intensifie. Et observez le ciel. La comète C2, 1025 Thuneau, devrait devenir visible à l'œil nu à la fin septembre, début octobre. Si elle semble plus brillante que ce que les astronomes prédisent, si sa queue est plus prononcée, s'il y a quelque chose de commun dans son apparence, cela peut indiquer que quelque chose hors du commun se passe. Ces signes, par eux-mêmes, ne prouvent rien, mais ensemble, ils formeront un pattern. Et ce pattern confirmera que nous sommes sur la trajectoire que j'ai prédite. Et quand vous verrez ce pattern émerger, vous saurez que c'est le moment d'activer vos plans de préparation, le moment de faire ces achats finaux de provisions, le moment d'avoir ces conversations difficiles avec les membres de la famille, le moment de vous assurer que vous êtes aussi prêt que possible. Parce qu'une fois que le 15 novembre arrive, une fois que la tempête solaire frappe, une fois que le chaos commence, la fenêtre pour une préparation tranquille se fermera. Après cela, vous opérerez en mode crise et il est beaucoup mieux de se préparer avant la crise que d'essayer de rattraper pendant. Maintenant, parlons de ce à quoi s'attendre dans les jours immédiatement après le 15 novembre. Parce que les 3 jours de la tempête solaire ne sont que le début. Les effets s'étendront pendant des semaines, possiblement des mois. Les systèmes d'énergie prendront du temps à se stabiliser complètement. Il y aura des pannes continues, intermittentes. Les satellites en orbite basse peuvent être définitivement endommagés, affectant le GPS, les communications et d'autres services que nous tenons pour acquis. L'économie globale vacillera. Les marchés financiers, dépendants de communications instantanées, affronteront des interruptions sévères. Il peut y avoir des courses bancaires si les gens entrent en panique. Les gouvernements essaieront de maintenir le calme, mais leur capacité à le faire dépendra de la sévérité avec laquelle leurs propres systèmes seront affectés. Et ensuite, les conséquences psychologiques. Après le 15 novembre, après que des millions aient vu des choses dans le ciel qu'ils ne peuvent pas expliquer, après que la technologie sur laquelle nous comptons ait échoué spectaculairement, il y aura un changement fondamental dans la psyché collective. La complaisance s'évaporera. Les gens commenceront à réaliser que le monde n'est pas aussi stable, aussi sûr, aussi prévisible qu'ils le pensaient.
et cette réalisation sera profondément perturbante pour beaucoup. Il y aura une augmentation de l'anxiété, de la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Les services de santé mentale déjà surchargés affronteront une demande sans précédent. Et avec les systèmes de communication compromis, il sera plus difficile d'obtenir le soutien nécessaire. C'est une autre raison pour laquelle la communauté est si importante. En l'absence de services professionnels facilement accessibles, nous devrons nous soutenir mutuellement. Nous devrons être les thérapeutes amateurs de nos voisins. Nous devrons créer des réseaux de soutien émotionnel qui fonctionnent même quand les systèmes formels sont compromis. Et il y a quelque chose de plus à considérer. Le potentiel d'exploitation. En temps de peur et de chaos, il y a toujours ceux qui cherchent à en profiter. Des escrocs promettront la sécurité en échange d'argent. Des leaders de sectes prétendront avoir des réponses spéciales. Des démagogues utiliseront la peur pour consolider le pouvoir. Nous devons être vigilants face à ces éléments. Nous devons maintenir la pensée critique, même au milieu de l'incertitude. Nous devons questionner ceux qui promettent des réponses faciles à des problèmes complexes, parce que la vérité est qu'il n'y a pas de réponse facile. Il n'y a pas de solution magique, seulement du travail dur, de la coopération et de la persévérance. Et nous devons être préparés pour ce travail dur. Maintenant, laissez-moi aborder quelque chose qui a été implicite dans tout ce que j'ai dit, mais que je dois rendre explicite. Le rôle de la peur. La peur est une émotion naturelle et utile. Elle nous alerte du danger, elle nous motive à prendre des précautions. Mais la peur incontrôlée peut paralyser, elle peut mener à des décisions mauvaises, irrationnelles. Mon objectif en partageant cette information n'est pas de générer une peur paralysante, c'est de générer ce que j'appelle une peur productive, une peur qui motive l'action au lieu de la paralysie. Il y a une différence cruciale entre ces deux réponses. La peur paralysante dit « tout est perdu, il n'y a rien que je puisse faire ». La peur productive dit « ceci est dangereux, mais il y a des étapes que je peux prendre pour améliorer mes chances ». Si vous vous sentez penché vers la peur paralysante, reconnaissez-le et redirigez-vous consciemment. Faites une liste d'actions concrètes que vous pouvez prendre et commencez à les prendre une à une. Chaque étape, chaque préparation rendra une certaine sensation de contrôle. Et cette sensation de contrôle est l'antidote à la peur paralysante. Il est aussi important d'équilibrer la préparation avec vivre la vie. Ne passez pas chaque moment éveillé obsédé par le futur. Il y a encore de la beauté dans le monde. Il y a encore de la joie à expérimenter. Il y a encore de l'amour à partager. En fait, je dirais que c'est plus important que jamais de savourer ces moments. Parce que si mes prédictions sont correctes, les prochaines années seront difficiles et nous aurons besoin des souvenirs des bons moments pour nous soutenir à travers les mauvais. Alors, oui, préparez-vous, mais vivez aussi. Passez du temps avec vos bien-aimés. Faites les choses que vous aimez. Créez des souvenirs. Parce que ces souvenirs, ces connexions, cet amour, c'est ce qui rend la lutte pour la survie qui en vaut la peine. Maintenant, il y a une question que beaucoup ont, mais hésitent à poser. Devrais-je avoir des enfants? Est-il éthique d'amener des enfants dans un monde qui peut affronter une catastrophe? C'est une question profondément personnelle, et il n'y a pas de réponse universelle. Mais je dirais ceci. L'humanité a toujours affronté des dangers. Nos ancêtres ont eu des enfants pendant des pestes, pendant des guerres, pendant des famines. Et ces enfants ont grandi pour reconstruire, pour continuer, pour assurer que l'histoire humaine continue. Si nous attendons jusqu'à ce que le monde soit parfaitement sûr pour avoir des enfants, l'humanité se serait éteinte il y a longtemps. Cela dit, si vous décidez d'avoir des enfants maintenant, faites-le avec pleine conscience des défis qu'ils peuvent affronter. Préparez-vous à leur donner les outils dont ils auront besoin pour naviguer un monde incertain. Et surtout, donnez-leur de l'amour, parce que l'amour nous rend résilients. Il nous donne une raison de continuer, même quand les choses sont difficiles. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est si rarement discuté dans les conversations sur la préparation, le rôle de l'art et de la culture. Si nous survivons à ceci, si l'humanité passe ce test,
nous voudrons documenter non seulement les faits de ce qui s'est passé, mais aussi l'expérience émotionnelle. Nous voudrons de l'art qui capture la complexité de ces temps. Nous voudrons de la musique qui exprime l'inexprimable. Nous voudrons des histoires qui aident les générations futures à comprendre ce que c'était de vivre dans ce moment crucial. Ainsi, si vous êtes artiste, écrivain, musicien, continuez à créer. En fait, créez plus que jamais. Documentez ce moment. Capturez l'anxiété, l'espoir, la peur, le courage, parce que ces créations seront inestimables, soit comme registre historique, si nous survivons, soit comme témoignages finaux de ce qu'était l'humanité, si nous ne survivons pas. L'art n'est pas un luxe, c'est une partie essentielle de ce que signifie être humain. Et dans les temps les plus sombres, c'est ce qui nous rappelle pourquoi il vaut la peine de continuer. De manière similaire, ceux qui préservent la connaissance, les bibliothécaires, les archivistes, les éducateurs, votre travail n'a jamais été aussi important. Dans un post 15 novembre, nous pourrions perdre une grande partie de notre infrastructure digitale. Avoir des copies physiques de connaissances importantes sera crucial. Si vous avez les moyens, considérez créer de petites bibliothèques de survie, des livres sur l'agriculture, la médecine de base, la purification de l'eau, la menuiserie, des compétences essentielles qui pourraient se perdre si les systèmes digitaux s'effondrent. Et pas seulement des livres techniques, incluez de la littérature, de la philosophie, de l'histoire. Parce que si nous reconstruisons, nous voulons reconstruire non seulement l'infrastructure physique, mais la culture et la connaissance qui rendent la civilisation précieuse. Maintenant, abordons un thème délicat, le rôle de la religion dans tout ceci. Différentes traditions religieuses auront différentes interprétations des événements que j'ai décrits. Certains les verront comme des signes de la fin des temps prophétisés dans leurs écritures. D'autres les verront comme des tests de foi. D'autres peuvent te rejeter complètement comme des folies séculaires. Je ne suis pas ici pour dire à personne en quoi croire religieusement, mais je dis ceci. Indépendamment du système de croyance, les principes fondamentaux que la majorité des religions enseignent, compassion, communauté, courage, sacrifice, sont exactement les qualités dont nous aurons besoin. Si votre foi vous aide à accéder à ces qualités, alors votre foi sera une force formidable dans les temps qui viennent. Si votre foi vous divise des autres, si elle vous fait juger ceux qui croient différemment, alors vous devez réexaminer comment vous l'appliquez, parce qu'en fin de compte, nous survivrons ensemble ou nous ne survivrons pas. Et cela exige de mettre de côté les divisions qui nous séparent et de se concentrer sur l'humanité partagée qui nous unit. L'astéroïde ne se soucie pas de votre religion. La tempête solaire ne discrimine pas parfois. Nous sommes tous également vulnérables et nous sommes tous également responsables de trouver des solutions. Maintenant, quelque chose de plus sur la période après le 15 novembre. Je crois que nous verrons une augmentation dramatique de ce qu'on peut appeler un éveil spirituel ou une expansion de conscience. Quand les gens affrontent leur mortalité, quand les systèmes sur lesquels ils comptaient échouent, quand l'impossible devient indéniable, les esprits s'ouvrent. Les gens commencent à questionner des suppositions qu'ils tenaient auparavant pour acquises. Ils commencent à chercher des significations plus profondes. Cela peut se manifester de beaucoup de manières. Certaines positives, plus d'empathie, plus de connexion, plus d'appréciation pour ce qui importe vraiment. Certaines négatives, la paranoïa, la pensée magique, la susceptibilité à des idées extrêmes. Le défi sera de naviguer ce terrain avec soin, de rester ouverts à de nouvelles possibilités tout en maintenant la pensée critique, d'être disposés à questionner de vieilles croyances sans accepter avec crédulité toute nouvelle idée qui apparaît. C'est un équilibre délicat, mais essentiel, parce que la dernière chose dont nous avons besoin au milieu d'une crise est de grands groupes de personnes se perdant dans des systèmes dysfonctionnels de croyances qui les rendent moins capables de gérer la réalité. Maintenant, quelque chose de très spécifique. Que faire si vous êtes dans une zone côtière le 15 novembre? Si vous vivez près de la côte, spécialement sur la côte est des Amériques ou sur la côte ouest de l'Europe et de l'Afrique,
vous devez avoir un plan d'évacuation vers l'intérieur. Je ne dis pas que vous devez évacuer immédiatement, mais vous devez savoir exactement où vous iriez si vous deviez évacuer avec peu de préavis. Identifiez une route vers un terrain élevé à au moins 50 km vers l'intérieur. Ayez un point de rencontre désigné où votre famille peut se réunir si vous êtes séparés. Ayez un kit d'urgence prêt à saisir et partir, incluant des documents importants, des médicaments, des provisions de base. Et dans la période entre le 15 novembre 2025 et le 7 août 2027, soyez prêts à exécuter ce plan avec très peu d'avertissement. Parce que si l'astéroïde impacte, ou je crois qu'il impactera, les tsunamis arriveront aux côtes distantes en heures, pas en jours. Il n'y aura pas de temps pour la préparation de dernière minute. Il n'y aura de temps que pour saisir ce qui est déjà prêt et bouger. Alors, préparez-vous maintenant, avant que l'urgence n'arrive. Et finalement, laissez-moi terminer avec un message personnel. J'ai dédié ma vie à chercher la vérité. Cela a été un voyage extraordinaire. J'ai vu des choses que la majorité ne verra jamais. J'ai parlé avec des gens que la majorité ne rencontrera jamais. J'ai eu des expériences qui défient l'explication conventionnelle. Et à travers tout cela, j'ai appris une leçon fondamentale. La réalité est beaucoup plus grande, beaucoup plus étrange, beaucoup plus merveilleuse que la majorité ne l'imagine. Nous vivons dans un univers plein de mystères et de merveilles. Il y a des forces en action que nous commençons à peine à comprendre. Il y a des intelligences au-delà de la nôtre. Il y a des dimensions d'existence que nous ne pouvons pas percevoir directement, mais qui influencent notre réalité. Et maintenant, dans ce moment crucial, nous sommes appelés à nous éveiller à cette réalité plus grande. Nous sommes défiés de grandir au-delà de notre compréhension limitée du monde. Nous sommes invités à devenir quelque chose de plus que ce que nous étions. Le 15 novembre 2025 est le début de cette transformation. Le 7 août 2027 est le creuset dans lequel nous serons testés. Et ce qui émergera de l'autre côté, si quelque chose émerge, sera une humanité fondamentalement différente. Une humanité qui a regardé dans l'abîme et a trouvé le courage de ne pas scier. Une humanité qui a affronté l'impossible et a trouvé des façons de le rendre possible. C'est mon espoir, c'est ma vision et c'est la raison pour laquelle j'ai dédié tant d'efforts à avertir, à préparer, à équiper les gens avec la connaissance dont ils auront besoin. Parce que je crois en l'humanité. Je crois en notre capacité d'adaptation, d'innovation, de courage. Je crois que quand nous sommes poussés à la limite, nous trouvons des réserves de force que nous ne savions pas avoir. Et je crois que nous allons avoir besoin de chaque goutte de cette force dans les jours qui viennent. Ainsi voici mes mots finaux pour vous. Soyez courageux, soyez sages, soyez compatissants et surtout, soyez résilients. Le monde va changer, c'est inévitable. Mais comment changera-t-il? Et qui serons-nous dans ce monde changé? Cela dépend de nous. Le 15 novembre 2025 marque le début. Soyez prêts et nous nous verrons de l'autre côté, quoi que cela signifie. Merci d'écouter. Merci de garder l'esprit ouvert. Et merci de prendre cet avertissement au sérieux. L'horloge tourne, le destin nous appelle et l'histoire nous observe. Faisons en sorte que cela en vaille la peine.